Salutations et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pump Radio, épisode numéro 5. Épisode numéro 5 où les questions étaient nombreuses. Elles ont afflué encore plus que précédemment. Là, on croule littéralement sous les questions. sous des centaines de questions Et des milliers d'abonnés. Donc, on va commencer tout de suite par Tout la de suite. première question. Qu'on n'avait pas eu le temps de traiter la dernière fois. C'est vrai. Une question qu'on a reçue en message privé et qui est la question de Alex FK qui nous demande: est-ce que le temps sous tension a une importance? Il a entendu parler, notamment par Rudy Koya, de 30 à 60 secondes, mais en étant explosif, ce qui équivaudrait à 12-15 reps. Une fourchette de 12-15 reps explosifs pour un temps sous tension égal à 30 à 60 secondes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ok. Je pense que c'est des mesures théoriques qui n'ont pas trop de sens. En fait, à partir du moment où tu dérives et que tu essayes de compter en secondes ton temps sous tension. Il y en a qui ont essayé, et ils vont arrêter. C'est vrai qu'il y en a Et qui ils ont ont essayé. arrêté. Il y en a qui ont essayé et qui se sont crachés dessus. Ouais, effectivement, en fait, quand tu commences à te perdre, en fait, je pense que théoriquement, ça peut être euh, une idée qui a été creusée sur certaines études. Et en fait, quand on te dit 30 à 60 secondes et que toi tu me dis 12 à 15 répétitions, c'est peut-être dans l'idée de Rudy qui est fan des séries longues et qui te dirait d'avoir un effort explosif sur des séries entre 10 et 20 répétitions. On sait notamment qu'il est pas mal fan des séries longues, Ouais. pas forcément légères mais lourdes du coup, parce que ça représente un pourcentage de force beaucoup plus faible quand tu rajoutes une répétition Voilà. entre 15 et 16 plutôt que de rajouter Donc, une répétition ouais, entre 8 et 9. Pour progresser, c'est beaucoup plus simple Voilà, en fait. la Puisque progression. ce qui nécessite de la force en plus, enfin, la force en plus nécessaire pour faire une répétition de plus sur une fourchette de rep longue, c'est beaucoup plus simple d'en rajouter Voilà. une que d'en rajouter une quand tu es sur 5 C'est répétitions. beaucoup plus facile de faire un gain de 5% de force sur une semaine que de faire un gain de 25% sur une Exactement. fourchette de répétition courte. Et donc pour répondre aux 30 à 60 secondes, je pense que si tu commences à regarder, en fait, prendre ce paramètre comme principal pour voir tes séries si elles répondent justement à ce critère-là, je pense que là tu commences à te perdre et tu commences à dériver un petit peu justement où on parlait sur les épisodes précédents de savoir qu'il faut prendre 3 minutes 30 de repos précisément sur tous ces exercices parce que d'après les études, tu as une augmentation anabolique de 167% par exemple. Et donc là, oui, tu commences à te perdre, à mon avis, si tu cherches ce critère comme principal pour progresser sur tes séries et pour tout simplement effectuer tout ton programme. Ouais, en fait, déjà, il faut savoir dans quel sens. Enfin, c'est toujours pareil, hein. En fait, il y a un ensemble de paramètres à prendre en compte. 30 à 60 secondes sous tension, si tu as 50% de ton ARM, on va dire, bah en fait, tu peux faire du 30 à 60 secondes sous tension, mais il va rien se passer. Exactement. Parce que bah, avec un pourcentage de ta répétition max en fait qui est très bas, donc c'est toujours en fait un ensemble de paramètres à prendre en compte. 30 à 60 secondes, admettons peut-être, mais avec quelle charge déjà? C'est par là qu'il faut commencer en fait. Exactement. En fait, il ne faut pas se laisser distraire par des mesures qui sont extrêmement secondaires, voire tertiaires, C'est voire ça. même qu'il n'y a même pas besoin d'envisager en fait. Je pense qu'il y a des milliards de personnes depuis que la muscu existe qui ont pris du muscle sans se poser une seule fois la question du temps sous tension, sans même avoir conceptualisé le truc. Donc, en fait, pour moi, il faut d'abord réfléchir en termes de répétition, en termes de poids. Et ça, c'est quelque chose de secondaire. Et encore une fois, s'il y a eu éventuellement des études faites, ou en tout cas des preuves qui appuient le fait que ces 30 à 60 secondes sous tension qui sont effectives, est-ce que c'était vraiment l'objet de la démonstration ou est-ce que c'était pas plutôt de dire, voilà, il y a des gens qui ont effectué un exercice avec, par exemple, telle fourchette de répétition, il s'avère qu'ils sont restés entre 30 et 60 secondes sous tension.
Et du coup, on va mettre ça en avant, c'est 30 ou 60 secondes sous tension, Ok. mais en fait, c'était pas ça Le but de l'étude. bah, pas forcément le but, parce que peut-être qu'à la fin, c'était ça le but. Mais disons que, en fait, tout ce qui a été utilisé pour démontrer ça, c'est skippé, alors que finalement, c'est ça le plus Ok, important. ouais, les critères les plus importants n'ont Exactement. pas été mis en Et avant. donc, typiquement, on a plus tendance à dire, en revanche, qu'il faut travailler sur 80% de son 1RM. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut, comment dire, s'amuser à faire d'un 1RM sur absolument tous les exercices qu'on fait, puis calculer 80% de ça et Non. travailler là? Non, je pense pas que ça soit une bonne idée non plus. 80% du 1RM, on va dire que pour la majorité de la population, ça représente une fourchette de répétition, on va dire, pour voir large, on va dire entre 6 et 12. Pour voir très large, Ouais. ce serait plutôt autour de 8 à mon avis. Pour la majorité des gens, encore une fois, il y a des gens qui sont plus forts sur des répétitions. Enfin, il y a des gens, en fait, plus tu les rapproches de leur 1RM et plus tu te demandes si c'est la même personne qui va faire son 1RM et son 1RM, tellement il y a une différence entre les deux. Mais on va dire que grosso modo, l'idée, en fait, c'est de viser une fourchette autour de 8 répétitions. Encore une fois, ça c'est plus pour les exos de base. Pour les exos d'isolation, on va essayer de viser une fourchette de répétition plus élevée. Et encore une fois, il n'y a pas vraiment de règle. Bon, il faut viser une fourchette cohérente, une fourchette qui permet de progresser à chaque séance. Et vraiment, à mon avis, le temps sous tension, c'est quelque chose d'extrêmement secondaire, puisque finalement, c'est plus ta progression qui va dicter comment Exactement. tu t'en sors, en fait. Le point clé, je pense, si on peut résumer, c'est que c'est un critère secondaire. C'est même pas secondaire, en En fait, fait. c'est un C'est un critère critère qui vient qui en n'est même dernier. pas. En Ouais, fait, pour moi, c'est quelque chose qui découle des exactement. critères principaux. Voilà. Et qu'en Qui fait, sont la fourchette de répétition et le poids que tu vas et utiliser. comme ça en découle, ça n'a pas de sens d'essayer de le D'essayer mesurer. et d'essayer d'en traduire quelque chose, Voilà, en fait, ça n'a aucun sens, ça ne traduit rien du tout. Exactement. C'est juste quelque chose qui découle, en fait, naturellement de ton entraînement de base. Exactement, ouais. Et se concentrer sur les critères principaux, c'est-à-dire poids, du coup, fourchette de répétition. Et une fois que tu sais ça, tu sais où tu vas et t'as pas besoin de mesurer, de chronométrer ton temps sous Ouais, tension. et puis en plus, si tu t'amuses à faire ça, au-delà du fait qu'à mettre en place, ça doit être infernal, à moins que tu aies quelqu'un qui chronomètre à côté de toi, mais bon, toi-même déclencher le chrono, regarder ton téléphone pour dire... en fait, c'est un coup à se dire, bon, la série, elle est trop dure, mais il faut que j'arrive absolument à 30 secondes de temps sous tension, sinon ma série, elle sert à rien. Ou bien l'inverse, la série elle commence à aller trop vite, je vais passer au-dessus de 60 secondes, donc je vais Ouais. rusher les dernières répétitions. Enfin, ça n'a pas trop de sens, je trouve. Donc voilà, c'est un critère vraiment. Pour moi, c'est pas un critère où on peut déduire quoi que ce soit. Clairement. Et il Voilà. n'est même pas secondaire, comme tu le dis, il est juste pas à prendre en compte. Il n'est pas à prendre en compte tout simplement. Après, si tu veux travailler du temps sous tension, bah, tu peux t'amuser à faire, je sais pas. Enfin, disons que si on parle de temps sous tension, on peut se dire je veux rester un maximum de temps sous tension. Et donc dans ce cas-là, tu vas même pas mesurer quelque chose, tu vas juste te dire bon, rester le plus de temps sous tension possible. Donc par Voilà. exemple, tu vas pouvoir dire bah vas-y, à la fin de ma série par exemple, je fais de l'isométrique, tu vois. Je fais une isométrique. Ou bien tu vas pouvoir dire je fais de l'isométrique tout court sur un exo ou sur une série d'un exo. Tu vas pouvoir dire bah vas-y, je fais des dégressives. Enfin, tu vas faire des choses pour allonger la série parce que tu veux augmenter le temps sous tension. Vouloir augmenter le temps sous tension, ça peut être intéressant. Mais vouloir le mesurer, à mon avis, ça n'a pas grand intérêt. Ouais, comme tu le dis, en fait, tu peux augmenter, en fait, tu peux pousser ta série plus loin. Exactement. Et donc, tu as, plein de méthodes. Comme De tu dis, tu as les techniques, ouais. dégressives, tu as l'isométrie. Tu as le fait d'effectuer une contraction, par exemple, Eni Rambod, dans sa méthode FST7, il aime bien justement, à la fin des séries, faire contracter le muscle qui a travaillé. Ouais, Donc pour exactement. augmenter justement le temps sous tension, il y a plein de méthodes. Et puis, tu as aussi la fameuse méthode, si je me souviens bien, SST, SST de de Patrick Tuor. Tuor, ouais, tout à Et fait. donc, ça, c'est sur une série Ouais, d'un exercice choisi. Où là, tu as plusieurs méthodes. Si je me souviens bien, tu as ralentir la positive. En fait, tu commences par de du lourd, l'explosif, du du lourd, ouais. lourd. Ensuite, tu as de la négative. Non, t'as d'abord non, t'as de la négative, tu as de la positive, tu as de l'isométrique. Et après, tu as max de rep. En Et à explosif. chaque fois, tu baisses le poids. Voilà, exactement. Donc là, tu augmentes largement le temps Tu sous tension, l'augmentes vraiment beaucoup. Ouais. sans chronométrer pour Tout autant. à fait, voilà. Voilà, exactement.
Donc voilà pour la réponse. Ne te distrais pas avec ce genre de Ouais. mesure. C'est vraiment tout en bas du panier. Voilà, c'est vraiment tout en bas. Et si tu cherches à augmenter ton temps sous tension, tu ne le chronomètres pas, tu pousses ta série plus loin. Exactement. Voilà pour cette question. Ensuite, nous avons une question de Nas94 avec plein de zéros derrière qui nous dit triceps biceps court, pardon. Quelle solution? Alors, triceps, biceps court, quelle solution? Souvent, on va avoir pas mal de personnes qui vont se lamenter sur leur génétique par rapport au triceps et au biceps. Euh, c- Tout dépend un peu la morphologie de ton bras Ouais, et la place du brachial et de l'avant-bras aussi au niveau de leur longueur. tout à fait. Donc, principalement, déjà, je pense qu'il faut développer dans En plusieurs fait, sens. ouais, déjà, c'est triceps, biceps court, déjà, ça arrive rarement. Enfin, si on réfléchit, les deux courts, Les c'est deux rarement, cours c'est sur rare. toute leur portion, Ouais. c'est assez Voilà. rare. Donc déjà, il y a les deux cours, c'est rare. Et ensuite, il faut savoir que pour le biceps et pour le triceps, il y a plusieurs portions. Donc en gros, pour le triceps, il y en a trois, si je dis pas de conneries. Oui, Il y en a une qu'on voit pas tellement, donc on va parler des deux principales. La portion externe et la portion longue. La portion longue, elle peut être courte, mais la portion externe peut être longue. La portion externe peut être courte, mais la portion longue peut être longue. exactement. Et pour les biceps, pareil, il y a différents chefs qui peuvent être plus ou moins longs. Et donc, c'est pas parce que tu as un chef court qu'ils sont tous courts. C'est pas Exactement. nécessairement ça. Donc, déjà, si tu as des chefs courts et des chefs. Alors, si tu arrives à identifier quels chefs sont longs, quels chefs sont courts, ce que tu peux essayer de faire pour visuellement déjà gagner en masse et que ça paraisse plus gros au visuel, c'est ce qui peut paraître contre-intuitif, mais c'est bourriner encore plus sur les portions qui sont fortes. Et comme ça, Voilà, c'est ça. elles vont prendre plus d'ampleur et donc visuellement, ça va finir par cacher, C'est ça. les faiblesses en fait. Plutôt que perdre, je sais pas, 80% de ton énergie pour gagner 10% de masse, Ouais, tu vas essayer de concentrer tout ton effort sur, entre guillemets, hein, ton point fort. C'est pas vraiment un point fort, mais la portion qui a plus de potentiel de développement exactement. pour en fait gagner en masse totale Voilà, et au final avoir un meilleur rendu. exactement. Ensuite, il faut identifier si tu n'as pas négligé justement des angles ou des portions, et ça peut arriver très fréquemment, notamment le brachial et en gros l'avant-bras, qui fait le brachial qui est donc aussi relié à l'avant-bras. Euh, En fait, c'est par exemple des portions qui sont quand même relativement négligées. On ne voit pas nécessairement beaucoup de gens faire des curls marteau ou des curls inversés. Donc Alors, c'est des portions qui vont avoir tendance à être très fortement négligées. Et par exemple, si on parle des biceps courts, donc juste le fait de gagner en masse au niveau de l'avant-bras et au niveau du brachial, ça peut apporter un rendu qui va être plus gros et donc qui va compenser l'effet court du biceps. donner Ça, c'est un très peu, connu hein, comme. donner l'illusion quoi Voilà, d'un bras plus épais. Et aussi, du coup, enfin, ça s'est plus popularisé avec l'arrivée des prises McGrip, mais je trouve qu'en général, tu as peu de prises neutres sur les exercices dos, ouais, c'est vrai. et donc ça peut aussi jouer sur le faible développement de l'avant-bras et du brachial. C'est vrai, ouais. Donc, tu peux faire d'une pierre deux coups, rajouter un peu plus de prises neutres sur ton programme dos, et rajouter, bien sûr, comme tu as dit, du coup, de la prise neutre sur tous tes La prise curls. de trou inversée. Inversé, voilà. Donc déjà, tu as un axe de progression, c'est-à-dire sur les prises inversées, donc pronation, des curls en pronation, donc barre droite, Ouais, après, il faut voir comment tu te sens à l'aise. voilà, Barre droite, barre Z, ça peut être. Après, tu peux le faire en unilatéral aussi. aussi à la poulie, Donc l'avantage de exactement. l'unilatéral, c'est que ton poignet il est un petit peu plus libre, donc en termes d'angle, tu as plus de marge de manœuvre. Et puis après, il y a poulie, tu peux le faire éventuellement aux haltères. Tu peux le faire avec ou sans pupitre, tu peux le faire à la barre libre. Donc il y a quand même pas mal de choses à creuser de ce côté-là. Exactement. Donc focus brachial avant-bras si tu as un biceps court, du coup, sur la courte portion. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour la longue portion du biceps? Ouais, en fait, après, souvent, hein, c'est une histoire d'angle, c'est-à-dire que en gros, les gens
Pour les biceps, ils font un curl barre, ou en tout cas assimilé, savoir à la poulie, aux haltères plus ou moins. En fait, l'important souvent, ça va être de varier les angles pour apporter le plus de stimulation possible sur différents angles possibles en fait. Et donc un truc aussi qu'on voit pas nécessairement souvent, c'est tout ce qui peut être curl incliné et ses variations. Donc curl incliné, stretch curl, donc c'est-à-dire avec la poulie qui vient dans le dos et le bras qui sera. En fait, les différentes positions pour travailler le biceps, hormis la position de la main, ça va être le coude en avant du corps, le coude le long du corps, le coude derrière le corps. Donc ça te fait déjà trois angles. Et après, si à chaque fois, alors t'es pas nécessairement obligé à chaque fois, hein, parce que par exemple faire du curl incliné en prise reverse, ça peut être un peu compliqué à mon avis. Mais du coup, après, c'est varier les prises, donc la prise pronation, la prise supination, la prise neutre. Et après, tout ce qui va être quand tu fais du curl en fait en rotation. Donc en fait, il faut essayer de voir plus large C'est ça. sur les exercices et sur les angles, globalement. Donc couvrir tous les angles. Donc comme tu as dit, il y a 3 angles principaux pour le biceps. Je pense que du coup pour le biceps court, on l'a un peu couvert. Ouais. Je sais pas si tu as d'autres Non, d'autres tips. je pense que c'est pas mal. Et après, globalement, bien sûr, hein, c'est toujours. En fait, la musculation, le bodybuilding, c'est toujours une affaire d'esthétique. Donc, en fait, si tu veux avoir l'impression d'avoir. Enfin, si tu constates que tes bras sont un point faible, ça veut dire qu'il y a d'autres muscles Qui sont qui sont plus forts. forts. Enfin, Mm. logiquement, soit tu débutes et donc dans ce cas-là, faut pas trop te poser de questions parce Voilà. que tu as sûrement un point faible corps. Et si t'as pas un point faible corps, tu as sûrement d'autres points forts. Donc si par exemple, si tes bras paraissent petits, ça peut être parce que tu as des épaules plus imposantes. Et donc du coup, lever le pied sur les muscles qui sont plus forts et accentuer le travail sur ceux qui sont plus faibles, ça permet de rééquilibrer et de donner un visuel plus gros globalement. Donc voilà, on a traité pour le biceps et puis pour le triceps, moi j'aurais presque la même réponse, hein, c'est-à-dire déjà s'assurer de bien varier les angles. Les angles, pareil, hein, pour le triceps, il y a en gros les bras serrés auprès du corps, donc ça va être tout ce qui est dérivé en gros de développé couché prise serré, les bras derrière le corps, donc ça va être tout ce qui est dérivé de dips. Et après, les bras au-dessus de la tête. Et les bras au-dessus de la tête, tu as plein de variantes, puisque ça va être en gros tout ce qui est French press, entre guillemets. Extension katana, comme certains disent. Extension nuque, comme on l'a toujours appelé depuis la nuit des temps. Et donc, pareil, au haltère à la poulie. Et bien sûr, toutes les variantes aussi allongées qui vont ressembler à des extensions triceps ou barre au front, appelle ça comme tu veux. Et toujours pareil, en fait, tu as une infinité d'angles sur lesquels tu peux travailler. Donc, la barre au front, tu peux l'exécuter de façon traditionnelle, à savoir amener vraiment la barre au front. Tu peux l'exécuter façon Roddy Koya, comme il appelait Magic triceps. Triceps, ouais. Qui ressemble à une espèce de pullover en fait pour les triceps où tu vas garder les bras pliés mais la barre tu l'amèneras derrière et donc ce qui te permettra en fait de jouer sur deux articulations à savoir celle du coude et celle de l'épaule, enfin deux insertions du triceps en fait. Donc ça joue vachement sur la relation tension-longueur qu'on a peut-être déjà évoquée, c'est-à-dire que tu vas avoir une extrémité du muscle qui sera allongée pendant que l'autre sera raccourci et ce qui permettra à ton muscle de toujours exprimer son maximum de force pendant tout le mouvement. Donc en ressemblant à ça, il y a aussi les rolling triceps extension. Il y a beaucoup d'exercices. Pour les triceps, tu as pas mal de variétés, je trouve. Beaucoup de variétés, ouais. Et donc se concentrer sur la longue portion, enfin, ça dépend du coup comment t'es foutu un peu, mais souvent la longue portion, ça va être gage, je dirais, de gros gains, notamment du coup comme tu disais avec la variante de barre front. Ouais, On peut voir comme tu le disais, Rudy Koya qui a des triceps assez courts en fait, tout à fait. des triceps très courts et pourtant qui sont très gros, donc Ouais. il a un gros bras dans son ensemble. Et c'est pas du coup gage d'avoir des bras fins que d'avoir des triceps courts. Non, tout à fait. Tu peux quand même bien les bourriner et savoir avoir quand même un résultat Ouais, assez imposant. en fait, souvent, c'est plus le rendu où pour l'œil expert, il va remarquer que tu as un triceps court. Voilà. Pour le commun des mortels, même si tu as un triceps court mais qu'il est big, Voilà, pour eux, tu auras des gros bras. Si t'as 46 de bras, t'as 46 de Voilà. bras quoi qu'il arrive, même si c'est Exactement. biceps, triceps. Après, quoi. l'esthétique est particulière, on peut ne pas aimer, mais en tout cas, il y a Do- des tonnes de voilà. gens qui ont les triceps. Tu regardes par exemple Johnny Jackson, il n'a pas les triceps longs, et il Mais a ça même fait- pas les biceps très longs, et pourtant il a des bras qui paraissent monstrueux, quoi. Ouais, il a quand même des bras bien épais. Il Quoi. a quand même des Donc sacrés bras. tu peux quand même t'en sortir que tes biceps ou triceps courts.
Par contre, voilà, si tu es débutant, ne te pose pas trop de questions. Et puis, si tu as un niveau un peu plus avancé, intermédiaire, là, il faut que tu revoies tes priorités Ouais. et que tu te dises, voilà, si mes bras ils rendent fin, ça veut dire que j'ai des autres muscles en point fort, donc baisser un peu le volume, Exactement. réduire l'intensité sur le reste et se focus sur ton point faible, à savoir les bras. Et après, bah, comme tout point faible, hein, en fait, la clé, ça va être donc, comme tu l'as dit, de prioriser l'entraînement. Donc, par exemple, si tu t'estimes que tu as les biceps en point faible, ça va pas être très malin de les faire après le dos. Dédier un jour au bras, ça peut être une idée. Faire un peu de bras à chaque séance, ça peut être une idée aussi. Après, il faudra bah, donc multiplier la fréquence, bien sûr, varier les fourchettes de répétition, puisque bah, plus la fréquence est élevée, plus il risque de se cramer, donc on ne va pas travailler lourd tout le temps. Donc alterner en du travail lourd, du travail moyen et du travail très léger de fond, donc par exemple des séries de 100. Donc il y a quand même beaucoup d'angles Ouais, d'attaque. En plus du fait de, bien sûr, bah, réduire le travail sur tous les muscles qui vont pouvoir venir entraver. Donc, bah, malheureusement, pec et dos, ça peut entraver le développement. Épaules, si c'est un visuel, il va falloir mettre aussi un petit peu ralentir sur les épaules. Et puis voilà. Et bien sûr, faire des gains globalement. voilà, faire du gain, Progresser, ouais, faire du progresser, muscle, ouais. prendre du poids. Exactement, prendre du poids, progresser sur les différents exercices. Et puis, c'est sûr que tu vas prendre des bras, même si tu as biceps, triceps courts, avec tous les axes de progression qu'on t'a Voilà. amené. De toute euh, façon, il n'y a pas vraiment de secret en fait. Pour les muscles courts, ils resteront courts. Donc après, la seule chose que tu peux faire, c'est jouer sur les proportions du corps globalement pour qu'ils paraissent plus si faibles que ça par rapport au reste, et surtout les faire devenir énormes pour que malgré le fait qu'ils soient courts, bah, ils soient quand même là, bien présents, quoi. exactement, ouais. Donc voilà, je pense qu'on a bien balayé la question. Voilà, Nas, j'espère qu'on a répondu à Donc ta si on fait un question. petit récapitulatif très bref, varier les angles, progresser, augmenter la fréquence, diminuer la fréquence sur tous les groupes qui vont venir entraver le développement et le visuel. Et puis, bien sûr, progresser physiquement. Donc, prendre du poids, puisque pour prendre du muscle, il faut prendre du poids. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Ouais, maintenant, c'est pas mal remis en question, mais c'est Ouais, quand même une des bases. exactement. Alors, Donc, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre comme question? Nous avons une question où on nous demande comment choisir les angles de travail pour de l'isolation. Question alors, très intéressante, très question très de intéressante. Desch51. Comment varier les angles de travail? Je te laisse commencer. Pour de l'isolation. Alors Pour moi, de en fait, je l'isolation. dirais que pour moi, l'importance de l'isolation, pour moi, ça a une importance fondamentale dans le recrutement moteur. Donc, c'est-à-dire, en fait, travailler, apprendre à sentir, entre guillemets, un muscle, même si, clairement, hein, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, nous, on n'est pas pour le travail à la sensation, ou en tout cas pas que pour ça. Ça doit vraiment représenter une portion minime du travail global. Mais donc pour moi, l'isolation, ça va permettre justement d'améliorer le recrutement moteur. Donc améliorer le recrutement moteur sur un point faible. Donc dans ce cas-là, on ne se posera pas nécessairement la question de l'angle, en fait, ce sera sous quel angle on ressent le mieux le muscle, puisque le but, ça va être justement de le ressentir au maximum, de le faire brûler pour pouvoir bénéficier de ces sensations acquises sur des entraînements plus lourds. Donc ça, c'est pour la première partie de la question, enfin pour une des réponses, un des axes de réponse. Et un deuxième axe de réponse, ce sera en fait, et ça c'est quand on commence à avoir un niveau avancé, je sais qu'il a un niveau avancé, donc il peut se permettre de se poser ce genre de questions. Euh, Ça va être en fait pour recruter une partie du muscle. En fait, le muscle, malheureusement, se développe pas de façon harmonieuse tout le temps. Donc, Malheureusement. en fait, on va avoir tendance à grossir. C'est pour ça, par exemple, on va avoir des gens, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais je dis ça sans aucun clash aucun. Par exemple, qui ont des pecs qui ressemblent à des seins, tu vois. Parce qu'en fait, ils ont énormément, ils ont le pec, en fait, toute la masse du pec est à l'extérieur en bas, tu vois. Ouais, ça c'est la Et, majorité du problème, malheureusement. et donc, par exemple, bah là, en fait, ça veut dire que visiblement, le recrutement moteur se fait beaucoup mieux sur ces fibres-là, sur cette portion du pec, que sur le reste du pec. Donc, par exemple, dans le cas des pecs, dans ce cas-là, moi, par exemple, en fait, j'ai toujours estimé que pour avoir des gros pecs qui paraissent énormes, il faut avoir beaucoup de haut de pec et surtout beaucoup d'intérieur de haut de pec. Et donc, par exemple, quand je travaille à la poulie mes pecs, et ben, je vais avoir beaucoup tendance à faire
à travailler sous un angle qui va me permettre d'étirer les fibres justement qui sont j'allais dire claviculaires, non, sternales et en haut. Donc en gros, bah, je vais travailler sous un angle. Alors je vais pas mettre la poulie tout en bas, hein. Enfin moi, en gros, ma logique elle est simple, hein. Il n'y a rien de scientifique, c'est juste de la pure logique. Quand je tends mon bras et que je suis assez sec, je vois dans quel sens elles vont mes fibres. Donc en gros, je règle la poulie dans le sens où vont mes fibres et je vais aller travailler dans cet angle-là et je me pose pas plus de questions que ça. Ok, en Et mode donc broscience. exactement, en mode full science. Et donc du coup, en fait, bah, je vais m'appliquer justement à essayer vraiment de ressentir cette zone, de travailler plus cette zone pour mieux la ressentir Un sur peu, les exos de un base en peu de fait. proprioception, quoi. Exactement, ouais. Et je vais faire la même sur les écartés inclinés, par exemple, où je vais aller chercher un angle, et surtout où je vais aller chercher une contraction où je sens vraiment que quand je contracte, bah, je sens au milieu et en haut, en fait. Ok, Donc, et donc là, pour moi, par exemple, ça va être une façon de choisir l'angle de son exercice d'isolation, par exemple. ok. Euh, Si je voulais, donc ça c'est quand je suis en mode de vas-y, je veux focus sur le haut de pec. Si je veux juste focus les pecs, mais je m'en fous, tu vois, bah, je vais faire le mouvement traditionnel à la poulie sans trop me poser de questions en fait. Très bien. Donc ça va être plus par rapport à ce qu'on veut cibler. Par exemple, et pareil pour les jambes. En gros, j'ai souvent eu, bah déjà j'ai pas des méga jambes, et en plus pendant longtemps en fait, moi j'ai toujours trouvé ça super esthétique qu'on voit justement le chef, je sais plus en plus tu m'en as parlé l'autre fois Le là, grand droit. le grand droit voilà. Donc je me suis toujours appliqué à partir du moment où c'est devenu une obsession pour moi. Je me suis appliqué au leg extension à ressentir particulièrement cette portion du quadriceps en Alors, fait. c'est la portion qui va être au milieu du quadriceps. Exactement, ouais. Donc ça, pareil, c'est une des raisons pour laquelle je fais du leg extension par moment et que je vais essayer de trouver une position où cette portion particulièrement va se contracter très fort. Donc pour spoiler ce qu'on sait, ce que beaucoup savent déjà, hein, souvent ça va être le siège le plus allongé possible pour être le plus allongé possible et avoir le plus d'étirement possible justement. Donc pour moi, choisir les angles de travail pour de l'isolation, et bah, ça va être soit pour ressentir le muscle, et donc il va falloir choisir l'angle où on ressent plus le muscle, donc par exemple typiquement comme je fais au leg extension, soit pour apporter un travail de fond. Globalement, en fait, ce sera toujours pour apporter un travail de fond, même si c'est des exercices sur lesquels on va essayer de progresser bien évidemment et où on ne va pas se branler non plus, mais sur une partie spécifique du muscle en fait. C'est ça. Voilà. Bah, c'est exactement ce que tu dis. L'isolation, pour moi, faut y réfléchir sous des angles de travail parce que l'isolation vient en fait compléter tes exercices polyarticulaires où tu Exactement, ouais. bourrines. Et malheureusement, quand tu bourrines, tu gagnes de la masse, mais comme tu le disais, elle n'est pas répartie équitablement. Exactement. Et donc vient l'isolation pour essayer en fait de d'harmoniser le physique et de le rendre plus équilibré. Tout à fait. Et c'est pour ça justement qu'en isolation, c'est très intelligent de réfléchir à ces angles de travail. Par exemple, si tu manques de longues portions du biceps et que tu as bourriné le dos, et ben forcément tu réfléchis en angle de travail et comme on disait auparavant, tu vas faire du curl incliné. Tout à fait. Si tu manques de brachial malgré toutes tes prises neutres à ton entraînement du dos, tu vas te tourner vers peut-être plus de pupitre, plus de pronation, plus de prises neutres. Et de même pour ce qui est des pecs, comme tu le disais, ou si tu sens que tu manques de partie supérieure, de partie sternale, tu vas essayer d'avoir des exercices où tu vas avoir un ressenti au niveau de la contraction qui est maximal. Tu vas peut-être pas faire des écartés haltères, par exemple. Voilà. Tu vas essayer d'aller à la poulie, essayer de contracter le muscle, essayer de ressentir cette partie. Comme tu le disais, tu vas essayer un peu de l'innerver, de sentir cette partie, d'amener du sang au niveau de cette partie pour qu'au moins tu t'assures en fait qu'il y ait quelque chose qui circule par là. Tu vois, que tu aies conscience que cette partie existe et pour avoir espoir de la recruter sur différents exercices après le lourd. Sur les exos de base. Donc voilà. Sinon aussi un autre quelque chose qui peut justifier le choix d'un angle de travail pour l'isolation, en fait, ça peut être tout simplement dicté par les exercices de base que tu as fait avant. Donc par exemple, admettons, je reprends l'exemple des pecs, dans ta séance tu fais de l'incliné et du décliné, bah, tu te dis travaillons sur un troisième angle de travail, donc si tu fais de l'écarté, tu vas le faire coucher. C'est vrai. Si jamais, en revanche, tu as fait sur banc plat, enfin en tout cas sous un angle plat et décliné, bah, tu vas peut-être faire tes écartés en incliné.
Donc ça peut être aussi une piste pour choisir son angle de travail, c'est-à-dire aller travailler un angle qu'on n'aura pas nécessairement travaillé avec nos exos de base. Toujours dans cette logique d'avoir une harmonie, donc du coup de couvrir en fait Exactement, ouais. le plus grand spectre possible d'angles de Exactement. travail. Après, faut pas non plus. Donc là, on répond à la question, et puis en plus, on sait que le poseur de questions a un niveau avancé. En revanche, si on a un niveau débutant ou intermédiaire, peut-être même, disons que si on n'a pas la masse nécessaire, en fait, c'est pas le genre de questions non plus qu'il faut trop se poser. En fait, c'est pas le genre de détails dans lesquels il faut se perdre. Vaut mieux rester simple. Et en fait, disons que c'est plus par la maturité et la masse musculaire qu'on acquiert qu'on va diriger son entraînement. Pour moi, c'est pas choquant que deux mecs qui débutent s'entraînent exactement pareil. C'est avec les années d'expérience. Dire, pour moi, ça n'a rien de choquant de dire à un débutant, pour les pecs, tu fais du développé couché, du développé incliné, des dips et de l'écarté couché, et ça ira très bien comme ça. Tu Bah, vois? c'est ce qu'on dit souvent, en fait, la personnalisation, elle vient avec le temps. Faut que ça soit justifié en fait. Tu peux pas personnaliser un programme avec une personne qui est débutante. En fait, c'est comme ta diète, tu vois, genre au début, tu vas tâtonner, et donc quelqu'un qui n'a pas de masse musculaire, tu peux pas harmoniser sa masse musculaire Exactement, parce parce qu'il qu'il y n'en en a a pas. pas. Voilà. Et donc, en fait, il faut commencer à progresser, voir en fait où se distribue cette masse. Et donc, une fois que la personne a pris 10-15 kilos, tu vois où c'est distribué. Et là, en fait, tu as des pistes pour Exactement. personnaliser ce programme. Voilà, tout à C'est fait. comme on disait sur l'épisode précédent, où on parlait du volume encaissable, etc. En fait, tout le monde part d'une base. Cette base-là, elle va être commune à tout le monde. Forcément, tu vas devoir faire des exercices pecs, triceps et épaules si tu fais un programme push, par exemple. Et donc, tu vas peut-être suivre le programme du voisin. Tu vas partir sur la même chose, deux exercices pecs, deux exercices épaules et deux exercices triceps, les mêmes angles. Et puis, au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, tu vas prendre en masse. Et là, en fait, va se personnaliser ta séance. Et là, tu pourras dire, je vais peut-être faire trois exercices pecs, je vais peut-être faire plus d'inclinés, je vais peut-être faire moins d'épaules, je vais peut-être faire moins de triceps. Et comme tu le dis, en fait, là, on arrive à la personnalisation et on arrive à distribuer harmonieusement sa masse, mais on ne peut pas le faire si on n'a pas. Exactement. Toujours, hein, de toute façon, le maître mot, c'est de prendre de la force et y aller sérieusement. Quand je dis y aller sérieusement, ça veut dire se donner sérieusement, quoi. Et progresser. Il faut que ça soit une obsession, en fait, de progresser, d'augmenter ses charges. Et en fait, on en parlait, en plus, je t'en parlais là, et on se disait, un pro que j'aime bien, Evan Santopani, qui, en fait, a pas une génétique de ouf, Non. et pourtant, il a été top bodybuilder pendant son époque, quoi, on va dire. Euh, et quand tu regardes ses entraînements, c'est très simple, extrêmement simple. Tu vois jamais il n'y a pas de surréflexion, hein. Et tu regardes ses entraînements au fil des années, c'est presque, tu vois, à deux trois angles près, à deux trois trucs près. Il est quasiment jamais modifié, quoi. Voilà. En gros, ces jours pec, tu as un développé couché, un développé incliné, éventuellement des dips, un écarté, parfois de la poulie. Si, il commence toujours par du pec deck, tu vois, pour s'échauffer. Et voilà, et c'est toujours ça, quoi. Après, parfois, l'incliné, il va être à la barre, d'autres fois aux haltères. Le couché, il va être à la barre ou aux haltères ou sur une machine éventuellement, à la Smith, machin. Mais en fait, ça reste très très simple. Oui, Et le mec, il a bâti un physique top Olympia, tu vois. oui, Donc en fait, juste histoire de dire qu'il n'y a pas besoin non plus de surréfléchir et que en définitive, c'est surtout le fait de se buter qui va faire la différence, quoi. clairement. Avant tout. Mais c'est ce que disait du coup Jordan Peters. En fait, là, on arrive à un moment où on dérive trop sur la réflexion du programme et les angles de travail, alors que, en fait, le critère principal, c'est l'intensité. C'est Exactement. comme tout à l'heure, enfin, au début, quand on disait oui, le tension, etc. Mais ça, c'est même pas une question à se poser, en fait. Exactement. Et donc, en fait, quand tu apportes l'intensité, tu apportes quasiment 90% de la solution. C'est exactement ça, ouais. Et donc là, tu es sûr de prendre de la masse. Après, tu sais pas où est-ce que ça va être distribué, comme on le dit, mais au moins, tu as fait le plus gros du travail. T'as fait le plus gros. Et Ouais. donc, une fois que tu as fait le plus gros du travail, tu peux très bien réfléchir comment est-ce que tu vas terminer ce travail-là. Voilà, Mais concentre-toi sur le principal, c'est s'exploser du coup à l'entraînement exactement. et avoir une diète qui te permet de récupérer. Et progresser, bien évidemment. Progresser, Avoir un bien moyen sûr. de mesurer ça. J'irais presque même jusqu'à dire, tu vois, que finalement, changer de séance à chaque séance, entre guillemets, changer de programme à chaque séance, c'est même pas tellement grave
si tu arrives à mesurer ta progression, tu vois. Exactement. Bah, après, personne n'a la foi de faire ça, mais admettons, tu te fais un répertoire d'absolument tous les exos que tu fais, et tant que tu arrives à progresser sur chaque exo que tu vas faire à chaque séance, en fait, ça peut être un très bon indicateur. Ouais, c'est Donc vrai. voilà. Donc voilà pour cette réponse. Donc choisir les angles de travail, eh bien, pour effectuer un travail de fond et pour compléter le travail qu'on aura fait sur les exos de base. Exactement. Nous avons ensuite une autre question. On nous demande, est-il possible d'avoir des cuisses sans squat ou sans squat lourd? Question philosophique. Philosophique. Question qui fait débat. Question qui Du fait coup, réfléchir. Qui fait réfléchir. Alors, déjà, faut voir comment est tournée la question. Parce que squat, ça veut dire plein de choses. Faire les cuisses sans aucune variation de squat, ça commence à complexifier, je dirais, la prise de muscle au niveau des cuisses quand même. Je pense, en effet. Donc, si il faut répondre catégoriquement, et après on pourra développer, prendre des cuisses sans aucune variation de squat, significativement, donc prendre correctement des cuisses, ça paraît très difficile. Comment ça dépend. Après, comment? Si on développe, le premier axe quand même, c'est que tu peux avoir pas mal de gains avec la presse à cuisse. Par contre, on est toujours sur la même problématique, tu vas devoir mettre lourd. Et sur la presse à cuisse, ça veut dire ne pas forcément se branler. Donc à un moment donné, quand tu fais des séries de 20, 30 avec une charge conséquente, je trouve que quand même tu peux amener pas mal de gains. Je pense. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, en fait, le squat, et quand je dis squat, c'est pas forcément du squat barre nuque, c'est des variations de squat. On sait que quand même ça amène de la masse musculaire de façon conséquente au niveau des cuisses. Après, comme on le disait précédemment, comment ça va être réparti, on ne sait pas. Et tout dépend aussi de la morphologie en fait de la personne pour voir quelle variation de squat on va le plus en fait va scier le plus pour avoir le plus de gains possible. Donc je sais pas si tu as quelque chose à dire sur le fait de Alors, avoir des cuisses sans squat, moi je pense que c'est possible, OK. mais en fait, il va falloir se challenger. Et en fait, le squat, c'est un exercice challengeant. Donc, dans une certaine mesure, même, je pense, même si tu mets pas très lourd, euh, ça nécessite quand même un gros travail de stabilisation, etc. Ouais, Donc, en fait, même si t'as pas envie de te challenger, ça va quand même te challenger un petit peu. Surtout si t'as pas un niveau avancé, on va dire, même sans que ce soit avancé, tu vois. On va dire, franchement, moi je dirais que si tu squattes pas 140 en série, bah même un squat à 100 kilos, même à 60, ça va pas être hyper évident, tu vois. en fait, c'est gage d'intensité, tu veux dire. Exactement, ouais. Je OK. pense qu'un squat, tu vois, ça va quand même t'apporter. Je parle d'un squat bar, hein, qu'on soit Ouais, clair. OK. Donc, en effet, le squat n'est pas nécessaire, mais par contre, va falloir se donner. C'est beaucoup plus facile de se branler à la presse qu'au squat. Oui. Comme tu le disais, ouais, squat, c'est gage Voilà, d'intensité c'est et ça. presse, là En tu fait, commences à squat, t'allonger. à moins que tu sois fort, que tu aies un niveau très avancé, etc., quand t'es pas très fort, tu es vite challengé par un squat quand même, tu vois. Oui, clairement. Même admettons que tu aies un squat max à 120, tu fais genre 3-4 séries de 10 à 60, ça t'a bien taffé à mon avis quand même, tu Ouais, vois. clairement. Et 60, c'est pas très lourd en soi, même Non. pour un corps humain, je veux dire, porter 60 kilos sur son dos, c'est pas le bout du monde, quoi. Je pense que ça te met pas nécessairement dans le mal si tu as un max à 120. Donc tu vois, en fait, c'est toujours ça. Le problème de la presse, c'est qu'en effet, c'est absolument pas challengeant. Et en fait, on peut avoir peur de charger une presse. Et donc, bah, en fait, le revers de la médaille, c'est qu'on va avoir tendance à pas assez se challenger sur ce genre d'exercice. Donc je pense qu'en effet, on peut se construire des cuisses sans squat. Il y a même des gens, à la limite, tu vois, j'irais presque jusqu'à dire, il y a des gens, en fait, ce sera mieux pour eux, à mon avis, de ne pas faire de squat, pour plein de raisons.
notamment la longueur de leurs segments. Ça peut être parce qu'ils ont des problèmes de dos. Dans ce cas-là, t'as pas le choix, tu vois. Mm. Euh, mais il va falloir se challenger. Donc se challenger, bah, ça veut dire, ça va vouloir dire, enfin, un des axes de réponse, ça peut être, comme tu l'as dit, de faire des séries longues à la presse, des séries longues où on va aller chercher loin, 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 loin. Ah, alors, si je peux me permettre, série longue, mais pas légère. Bah, en fait, disons que série longue, ça va forcément être plus léger que sur une fourchette de répétition plus courte. C'est pour ça que moi, c'est plus le côté challenge que j'amène. C'est-à-dire que si tu fais une série de 20, il faut qu'à 10, ça brûle déjà. Exactement. Tu En vois? fait, l'avantage principal de la presse, c'est que tu pourras justement pousser ta série Ouais. beaucoup plus loin qu'un squat. Voilà. Donc prends bien ça en compte et il faut charger de En manière fait, il va falloir significative. vraiment progresser de façon significative. Ça Exactement. veut dire qu'il faut qu'en un mois, tu aies ajouté au moins une plaque de 10 de chaque côté, quoi. Minimum, tu Au vois. moins. Minimum. Et après, en fait, du coup, il va falloir faire preuve de plus d'imagination et bah, sur le reste des exercices. Et toujours pareil, pousser beaucoup ces exercices. Donc, par exemple, tu peux faire du Bulgarian Split Squat, mais il va falloir vraiment se donner sur ce genre d'exercice. Tu Exactement. peux faire des fentes, mais il va falloir pareil se donner vraiment sur ce genre d'exercice. Du leg extension, oui, oui, oui et non, quoi. Ça va pas être le mass builder principal, mais en tout cas, ça va pouvoir venir compléter le travail. Et toujours pareil, il va falloir se challenger, sans que ça devienne la foire non plus, où on voit les gens qui mettent tous les disques et qui ont des Ouais. cuisses comme ça, tu vois, parce que là, ça a plus de sens en fait. Ça veut dire que tu le fais mal Ouais, d'une si façon tu ou fais d'une autre. un 5 RM au leg extension avec tout le stack plus 4 10 de 20 et que t'as pas de Voilà, cuisse, c'est que c'est qu'il y a un problème c'est quelque qu'il y a un part. problème en C'est fait. qu'il y a un problème quelque part. Donc il va y avoir quand même pas mal d'alternatives possibles. Et puis après, il va tout y avoir, comme tu as dit, toutes les alternatives de squat. Est-ce qu'elles en sont? Alors il y a squat dans le nom, par exemple du bell squat, parce que c'est très démocratisé maintenant, on en voit partout. Et donc ça peut être une bonne alternative. Pareil, il va falloir se challenger et franchement, au bout d'un moment, ça va devenir presque aussi challengeant que le squat. Ouais, Euh, à la clairement. différence que tu n'as pas de poids sur ton dos, mais quand tu commences à vraiment te donner, ça commence à devenir vraiment très dur quand même. Et après, en fait, ça dépend aussi du matériel que tu as à ta disposition. Si tu n'as qu'une presse, qu'une seule presse avec un seul angle, ça veut dire que tu vas devoir en bouffer de la presse, il va Ouais. falloir en bouffer du Bulgarian, il va falloir bouffer des fentes, enfin l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs. Il va falloir bouffer du leg extension, il va falloir faire preuve de beaucoup plus de créativité en fait pour travailler tes jambes. En fait, tu seras plus restreint sur ta variété Ouais, d'exercices. Et puis, il va falloir en fait se pousser à fond sur des exercices où ça va être clairement désagréable en fait. très désagréable. Si tu vas pousser ta série de presse jusqu'à 30 répétitions et que tu as commencé à rest pause à 10 reps, tu sais qu'en fait ça va être un enfer et mentalement ça peut te construire mais ça peut aussi te détruire quoi. Ça peut te détruire et tu peux te vite être découragé d'y aller. Ouais. Mais justement en fait c'est que si tu n'as pas de squat ou le squat c'est gage d'intensité quoi qu'il arrive à partir d'un poids, et quand tu fais 10 reps à 60 ou comme tu le disais 15 reps à 60, tu commences déjà à congestionner. En fait, tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, quoi. Ouais. Donc, si t'as pas cet exercice-là, bah malheureusement, il va falloir que tu pousses ton effort beaucoup plus loin sur d'autres exercices qui paraissent plus faciles en surface, mais qui sont en fait un véritable enfer. Si tu challenges vraiment. Si tu te challenges En vraiment. fait, le truc du squat, c'est que c'est challengeant par nature. Donc, c'est pour ça que c'est désagréable. Être sous la barre, c'est Mais challengeant. voilà, mais en fait, donc c'est désagréable, mais en fait, il va falloir que tu ailles chercher ce même niveau de désagréable sur d'autres exercices en fait. Donc typiquement la presse, où on va pouvoir avoir tendance à pas. Moi, tu vois, j'ai jamais, enfin pendant des années, j'ai pas énormément forcé sur la presse. Tu vois, j'étais toujours dans une certaine zone de confort. Je me challengeais beaucoup plus sur le squat que la presse. Et en fait, quand j'ai vu justement que le squat, en fait, il n'y a que quand je fais une grosse prise de masse que mes cuisses elles grossissent significativement. Mais si je suis en maintien plus ou moins ou à peine surplus, ça grossit pas comme il faut. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de focus sur les presses. Et donc du coup, bah, étant donné que je faisais presque que des presses, il a fallu challenger beaucoup plus. Et c'est à partir du moment où je me suis beaucoup plus challengé sur les presses que mes cuisses elles ont progressé. Voilà. Donc, on peut prendre des cuisses
sans forcément faire de squat, même si tu as continué à en faire, tu as focus en fait plus Ouais. sur les Et après, presses. j'ai fait d'autres variations, à savoir du V-squat, même si cette machine, je la trouve pas folle, du hack squat, etc. quand même. Ok, Voilà. Voilà pour cette question sur le squat. Donc pas obligatoire, mais se challenger, donc ce sera à réfléchir. voilà. Est-ce que on veut se challenger Est-ce que... et surtout pas rechigner à la tâche sur d'autres variantes de squat. En fait, savoir pourquoi on ne fait pas de squat Voilà. et est-ce que cette raison est valable aussi pour d'autres machines qui vont s'apparenter au squat, entre autres le hack squat et le bell squat par exemple. Voilà, donc possible de prendre des cuisses sans squat, oui, mais va falloir y aller à fond et se donner sur les exercices que tu vas garder. Tout à fait. Et tu peux très bien prendre des jambes avec la presse, mais il va falloir pousser ces séries à fond. Et comme on disait et comme on l'a toujours dit, l'intensité, ça va être Ouais. le premier facteur. Et après, on peut toujours aussi, essayer comment dire, d'analyser objectivement sa progression. Par exemple, tu fais de la presse avec un certain angle des pieds, un certain écartèlement de pieds. Est-ce que ça fonctionne? Oui, non. Si ça fonctionne pas, est-ce que j'essaierai pas un autre positionnement pour voir ce que ça donne? Et ça peut être aussi des pistes pour progresser sur les jambes autrement que par le squat. Mais bon, c'est Voilà. un peu le même genre de question à se poser pour le squat, hein. Sans pour autant faire de la presse à cuisse avec les genoux qui passent derrière la tête. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Moi, je parle de la position des Ouais. pieds, de l'écartement des pieds, de est-ce que tu mets tes Voilà, pieds droits ou plus en canard, etc. très bien. Voilà. Donc voilà pour cette question. Ensuite, nous avons une question où on nous demande est-ce que plusieurs entraînements par jour, c'est bien? Ah, alors, moi je préfacerai du coup la question par pourquoi Ouais. tu veux faire plusieurs entraînements par jour, quel est ton but, quel est ton travail dans la vie, et comme on disait en fait avec le volume encaissable par semaine, quelles sont euh, tes différentes activités, en fait je dirais sur la semaine, et quelles sont tes différentes obligations. Ouais. Ça, c'est les premières questions à te poser avant de savoir si c'est possible ou Voilà, pas. parce que en fait, déjà, pour beaucoup de gens, un entraînement par jour, c'est déjà très dur. Alors, un Alors, entraînement par plusieurs jour, par ouais. jour, Alors, ça dépend en fait aussi. Est-ce que tu veux faire plusieurs par jour et avoir des jours de repos? Ou alors, est-ce que tu es dans l'optique 7 jours sur 7 ou comme tu le disais déjà, un entraînement par jour, 7 jours sur 7? ne serait-ce que 4-5 jours pour beaucoup de gens, c'est beaucoup, À hein. un moment donné, tu craches et tu vas devoir prendre ton jour de repos quoi qu'il arrive. Et puis surtout, même, je veux dire, en termes de motivation, il y a des gens qui s'entraînent, je dirais pas par obligation, mais plus dans une volonté d'atteindre un certain résultat que dans un amour de l'entraînement. Bah, je dirais qu'en fait, c'est un peu Donc comme ils y une... vont un petit peu à reculons déjà. C'est ça, c'est un peu comme une jauge. Et cette jauge, tu l'épuiserais en fait sans la recharger, vu que tu t'entraînes 2 fois par jour, tous les jours. Et en plus, comme tu t'entraînes plusieurs fois par jour, tu épuises la jauge beaucoup plus rapidement que si tu t'entraînais qu'une fois. Donc faut voir en fait déjà ce qu'on entend par plusieurs entraînements par jour. Est-ce que c'est par exemple un entraînement cardio, un entraînement muscu? Dans ce cas-là, oui, Voilà. ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème, mais comme on le disait, en fait, suivant tes obligations et suivant ton Voilà, programme, faut avoir. De toute faut façon, c'est pouvoir avant tout encaisser. l'emploi du temps qui va dicter ça. Voilà. Après, ça peut être aussi une façon justement d'alléger ces séances. Admettons, tu as une grosse séance, et bien, si tu veux la diviser en deux, en fait, pour moi, ce qui va justifier le fait de plusieurs entraînements par jour, c'est que tu veux juste, comment dire, tu veux diviser ton entraînement en fait. C'est-à-dire que t'as pas le temps de tout faire en une session, Ok, et tu as le temps de tout faire en deux petites sessions. un volume total égal, Voilà. mais C'est pas divisé. pour rajouter du volume, hein. Ok, d'accord. C'est pour garder la même chose, mais s'arranger parce que pour X ou Y Pour contrainte, c'est plus s'assurer, simple comme ok, ça. pour s'assurer Voilà. d'avoir une intensité sur un temps réduit. Voilà, c'est surtout la contrainte de temps en fait sur la Ok. séance. Admettons, je sais pas moi, tu as du matos chez toi, tu as 30 minutes pour t'entraîner le matin et tu as 30 minutes à midi ou 30 minutes le soir, bah, ça peut être justifié parce que ton entraînement va durer 1 heure de faire 30 minutes en deux fois. Enfin, deux fois Ok. 30 minutes. Très bien.
Par contre, de faire 2 fois 1 heure, là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, plusieurs entraînements par jour, pour moi, c'est simple, hein, c'est soit la passion qui va dicter ça, Oui, et donc dans ce cas-là, il faut quand même être conscient que ça va être très difficilement tenable sur du long terme. Ça peut être fait très ponctuellement, mais vraiment extrêmement ponctuellement. Et si c'est pour une contrainte de temps, dans ce cas-là, ça peut être justifié. Mais sachant qu'il y a la motivation qui va rentrer en compte, si tu rechignes déjà à aller à la salle une fois dans la journée, est-ce que t'entraîner, enfin, aller à la salle ou t'entraîner, on peut entendre comme on veut, est-ce que t'entraîner 2 fois, ça va être plus simple pour toi? Ça va être compliqué à mon avis. ça va être bien compliqué. Ça va être bien compliqué. Donc, plusieurs entraînements par jour, c'est réservé, je pense, aux athlètes et du coup aux personnes qui ont du temps pour eux et Voilà. qui sont surtout très disciplinées et Très discipliné avant tout. qui ne comptent plus sur la motivation seule pour aller à l'entraînement Exactement. parce que ça demande une grosse organisation. Et oui, du coup, c'est possible sous plusieurs réserves. Donc, du coup, par exemple, comme tu le disais, ça va être beaucoup plus facile si tu fais un entraînement muscu et un entraînement cardio, même si ça reste très difficile, parce que faire un entraînement cardio tous les jours, quand même, il faut le tenir. Ouais, Et comme tu le disais, ça peut être aussi sur la contrainte de temps, à savoir est-ce que tu veux diviser ton volume total sur 2 séances. tout à Ce fait. qui est possible et ce que différents bodybuilders ont fait pour avoir une intensité sur un temps réduit Voilà, à chaque fois. tout à fait. Maintenant, toi, tu as pu l'essayer, du coup, l'entraînement double par jour. Comment, du coup, Bah moi en comment... fait c'était que particulier, hein, parce que comme je l'ai déjà dit, mon entraînement double par jour, c'était une fréquence x2 sur tous les muscles. Donc ça veut dire que déjà en 3 jours, et c'était pas sous forme push-pull leg, c'était sous forme un split, un bro split. Ok, Donc en gros un muscle travaillé ou un groupe, parce que les bras je les faisais d'un coup par exemple. Mais du coup quand même c'est un volume de travail extrêmement conséquent. Extrêmement ok, t'as conséquent. pas réduit le volume, quoi, tu Non, l'as j'ai pas réduit le augmenté. volume. Je pense que si j'avais fait quelque chose de plus léger, et aussi j'avais un volume d'entraînement très élevé, global je veux dire. Si j'avais réduit, et par exemple faire comme les pros pouvaient faire, tu dis donc sur un bro split où tu fais une fréquence x1 donc sur la semaine, et tu fais par exemple pec le matin le premier jour, triceps l'après-midi, ensuite dos, biceps, ensuite épaules, abdos et puis jambes un autre jour, ou quad, ischio, tu vois. Donc là tu es sur 4-5 jours. Ouais, là, tu vois, je pense que ça le fait, quoi. Ça, tu vas pas cracher très vite. Ouais, Par contre, si tu essaies d'avoir une fréquence de 2 sur chaque muscle, tu vas cracher très très vite. donc là, par exemple, ça donnait quoi le matin et le soir? Donc de mémoire, le premier jour c'était pec enfin pec parce que c'était pas toujours le matin, parfois c'était Ok, midi et soir, ok, parfois c'était matin midi. Donc c'était en fonction de ok, l'organisation. très bien. Ça donnait pec, épaule le premier jour de mémoire. Ok, Après je crois que c'était dos, bras. Ensuite c'était jambes, abdos et je recommençais. t'avais Jambes un abdos, jour de c'était repos? sympa quand même. Ok, ouais, c'était gentil. Après, je recommençais sans jour de repos, mais souvent, je faisais pas les le dimanche, je m'entraînais qu'une fois. Ok, en mode tu faisais les Enfin, jambes le mais pas dimanche, d'abdos. non, parce que je te dis n'importe quoi, ça fait 6 jours, donc le samedi, je m'entraînais qu'une fois. Je faisais les jambes, je refaisais pas les abdos, quoi. Ok, Bah, très après, bien. jambes abdos, c'était sympa, quoi. Ok. Donc voilà. Donc pour répondre à la question, oui, du coup c'est possible, mais sous Mais tellement de réserves que je pense que que c'est sûrement pas adapté. pour 99% des gens, t'as pas du tout envie de le faire. Et c'est quand même une expérience qui t'a servi, mais qui n'est pas tenable en fait sur Ah, la c'est très durée. compliqué. Mais en termes d'emploi du temps, déjà, t'imagines aller 2 fois à la salle, prendre 2 fois sa douche, c'est quand même déjà très compliqué, quoi. Enfin, Ouais, déjà, le temps bouffé sur la journée, il est énorme. concrètement, t'étais pas au chômage quoi. Non, T'avais un j'étais pas au travail. chômage en plus. Donc, Donc t'avais un ouais, au travail. chômage, je pense que c'est plus tranquille. Au chômage, c'est plus tranquille à Ouais, tenir, mais là, quand même, tu avais un travail, ouais, donc ouais. ça impliquait quand même de faire 2 entraînements par Ah jour. bah, ça impliquait de rentrer le soir, manger et se coucher. Voilà, ok, Mais d'accord. vraiment littéralement. Ok, t'étais explosé, quoi. J'étais explosé. Et je peux te dire, Mais, par contre, j'ai passé sûrement les meilleures nuits de ma vie. ok, Mais d'accord. putain, c'était dur le Donc réveil. là, ça a battu tous les suppléments sommeil possibles. Largement. S'exploser, en fait, à l'entraînement. Largement, ouais. Très largement.
Donc voilà pour cette question sur les plusieurs entraînements par jour. Allez, avec cette question, une autre question qui était combien de séances minimum? Je suppose que c'est par semaine. Alors ça, c'est la grande question. Combien de séances minimum par semaine? Moi, je pense que si on veut parler sérieusement, il faut quand même commencer par minimum 2 séances par Ouais. semaine Une pour séance, c'est envisager. pas. Une Une séance, séance, ça peut pas fonctionner c'est clairement. trop peu, il n'y a Une pas séance, en d'adaptation. fait, je dirais que c'est même pas de l'entretien, c'est de la remise en forme éventuellement. Et encore, est-ce que tu peux te Tu te remettre en remets, forme enfin, c'est avec ça une que séance j'allais te par dire. semaine? C'est En fait, tu te compliqué. remets pas en forme parce que l'effort est trop épisodique Ouais. et en fait, t'as pas d'habitude qui s'installe, t'as pas de. Moi, je pense qu'en C'est fait, une séance par semaine, ça peut être éventuellement valable si tu fais d'autres activités physiques dans la semaine. Il faut que ça soit des activités physiques qui soient demandantes. Genre, si tu fais de l'équitation, ça compte pas, quoi. et J'ai rien encore. contre les gens qui font de l'équitation, mais je pense pas que ça soit hyper fatigant, tu vois. Et encore, le problème, c'est que, ok, t'as plusieurs activités physiques, mais si on parle de gains musculaires, en fait, malheureusement, avec une seule séance, Ah je oui, pense que. ah oui, d'accord, oui, Alors, oui, oui, il attention, faut savoir de attention, quoi on parle. attention, attention. Là, on parle de séance minimum, je pense, dans l'objectif de gagner du muscle. Ah oui. Alors Donc, là, dans l'objectif de gagner du muscle, ouais, c'est une et, séance, ça paraît. et même À si moins t'as que tu d'autres fasses de activités, l'escalade à côté, tu vois, un truc vraiment un qui, truc un traumatisant, truc traumatisant pour les muscles. Sinon, j'ai du mal à imaginer, quoi. j'ai du mal à y croire. Non, je pense que c'est pas possible. Une Donc séance là, par semaine, c'est pas possible. Donc le minimum, ce serait deux voilà, séances. si on veut commencer à discuter, c'est le minimum, c'est 2 séances. Et donc, si c'est 2 séances, je pense que t'as pas de temps à perdre et tu ferais un peu tout le corps. Ouais, pour moi, c'est deux. Ah oui, c'est deux séances full body. Full Donc body pour avoir fait tout le corps 2 fois dans la semaine. pour s'assurer d'avoir une Si tu fréquence, fais upper-lower, ça fonctionnera pas pour moi. clairement. Donc, la première piste, du coup, ça serait la fréquence. Parce qu'on parle beaucoup d'intensité de volume. Mais là, en fait, alors, bien sûr, en une séance, tu peux pas caler autant de volume et d'intensité que tu le voudrais. Donc, ça passe pas que par la fréquence. Mais la fréquence est quand même nécessaire. on, C'est un on- minimum on peut nécessaire. voir que du coup En s'entraîner. fait, il y a le. Disons que là, en fait, tu vois, on rentre dans ces débats où est-ce que c'est le volume total sur une période donnée qui entre plus en jeu. Enfin, en fait, on rentre dans ce débat où pour un volume donné, est-ce que l'important c'est la fréquence et pour un volume donné sur une période donnée, est-ce que l'important c'est la fréquence sur cette période donnée, c'est-à-dire que tu vas splitter le volume en maximum de fois possible ou en X fois possible, ou bien est-ce que c'est le volume total sur cette période donnée, donc peu importe que tu fasses 3 séances avec 3 séries à chaque fois, donc 3 x 3, 9, un volume de 9 total séries, VS 9 séries sur une séance sur la même période de temps. Et en fait là on rentre dans ce débat un petit peu, et je pense qu'en fait il y a une jauge, et que du coup, disons que moins tu vas vouloir t'entraîner, et enfin, tu vas vouloir t'entraîner en termes de fréquence, Ok, et plus en fait il va falloir avoir de volume global, mais je pars sur le corps complet, tu vois. ok, Donc très c'est bien. d'où l'intérêt du full body. Je te dis pas de faire 10 séries pour chaque muscle, hein. Mais là je parle Ok, de volume global, ouais, tu vois, sur tout le corps, qui ok, va être appliqué sur tout le corps en fait. ok. Donc voilà, si on part du coup sur le minimum acceptable, ça serait 2 séances par semaine 2 séances par semaine, ouais. et en full body obligatoirement Obligatoirement. Là, il n'y a pas d'autre choix possible. pour s'assurer d'avoir un volume conséquent, enfin Voilà, pas conséquent, mais acceptable ouais, sur l'ensemble du tout corps à fait, pour avoir une adaptation et des gains tout à fait. musculaires du coup. Si on part sur 3 séances, là, on peut envisager un upper-lower. Voilà, Puisque du coup, il y a une semaine, si on suit une certaine logique, hein, une semaine où on fera 2 uppers, un lower, et l'autre semaine inversement. Après, si tu es une fille et que ce qui t'intéresse plus c'est le bas du corps, on peut envisager que tu fasses 2 lowers, un upper chaque semaine. quoi qu'il arrive, ouais. Mais donc de toute façon, ça te fera 3 séances. Tu auras une fréquence de 2. Alors, dans le cas où tu fais 2 séances bas du corps systématiquement, bah, tu auras 2 fois le bas du corps, une fois le haut du corps, ce qui est quand même assez acceptable. En tout cas, très acceptable pour le bas du corps, assez acceptable pour le haut du corps, sachant qu'à mon avis, en termes de dépenses caloriques, travailler le bas du corps, c'est plus taxant que le haut. Ouais, Donc, clairement. si tu as un objectif d'être fit, etc., ça pourrait largement servir ton objectif. Et au pire, si tu alternes upper-lower donc sur 2 semaines, en fait,
Ça te fera donc une fréquence de 3 pour le haut et une fréquence de 3 pour le bas, ce qui est très bien aussi. Ouais, ça se lisse du coup, plus tu vas t'entraîner et Exactement. plus tu auras une répartition égale entre upper et lower. Exactement. Mais donc à voir qu'en effet, moins on voudra s'entraîner, et moindre sera la fréquence, et plus il faudra envisager de travailler le muscle de muscle à chaque séance en fait. Ouais. Voilà. Moins tu vas y aller et plus l'effort à fournir sera conséquent Et réparti sur le corps en fait. exactement sur l'entièreté du corps du coup. Tout à fait. Et donc on parlait de minimum acceptable pour 2 séances. À partir de 3 séances pour toi, est-ce qu'on commence à parler sérieusement et est-ce qu'avec 3 séances par semaine, tu peux faire des gains conséquents? Ouais, tout à fait. Ok. 3 séances par semaine, ça me paraît très bien pour faire des gains conséquents. Ça me Ok. paraît être un début Donc très acceptable. tu peux déjà très bien prendre avec 3 séances par Tout à semaine. fait, ouais. Bien sûr, en partant du principe que chaque séance est effectuée proprement, que rien n'est négligé à chaque séance, qu'il n'y a pas des séances que, que comme t'aimes pas, tu fais pas exactement ce qu'il faudrait faire, à savoir tu mets pas l'intensité requise qu'il faudrait mettre, et à savoir bien sûr que le travail à la salle c'est une chose, mais ce qui se passe en dehors de la salle ça compte aussi énormément, et que si tu te contentes juste d'être à la salle, mais pour moi en fait, tu vois, j'aurais presque tendance à te dire que moins tu as de fréquence, quand je parle de fréquence, je parle pas de fréquence sur chaque muscle, je parle du nombre de séances de la semaine, moins tu as de séances en fait, et plus il faut que tu sois regardant sur la diète, puisque plus ce que tu fais hors de la salle va compter, vu que tu passes moins de temps à la salle. Ok. Et donc, mécaniquement, plus tu passes de temps à la salle, plus tu vas pouvoir te permettre d'être peut-être un peu moins sérieux, même s'il n'y a pas de secret pour avoir des gains, il faudra être sérieux, mais plus tu pourras te permettre d'être un peu moins sérieux sans que ça ait trop d'impact en fait. En fait, comme tu as beaucoup moins de séances à l'année, il faudra que ces séances-là, elles soient du coup efficaces et qu'elles comptent. Il faudra qu'elle compte. Et pour qu'elles comptent, en fait, faut que, entre guillemets, les planètes s'alignent à chaque fois. Et donc, pour que les planètes s'alignent à chaque fois, faut que tout ce que tu fasses en dehors de ces Soit séances irréprochable. soit Ou le irréprochable. plus tendre vers l'irréprochable le plus possible en tout cas. Et le problème, c'est que on a tendance à penser qu'on pourrait être plus laxiste si on y va moins souvent. C'est un peu l'esprit de moins y aller, de moins se donner. Mais malheureusement, quand il va moins, il faut que à la fois tu t'exploses à l'entraînement beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais entre guillemets, ça va être On bien va dire demandant. que en fait, moins tu as une fréquence, enfin, moins tu as de volume et de fréquence sur un muscle, et plus il va falloir prendre ça au sérieux Voilà, pour que le travail compte. On va dire que si tu fais si tu fais beaucoup de volume sur un muscle et qu'en plus tu le fais à une fréquence pardon, assez élevée, s'il y a une séance qui est un peu pourrie, bon, c'est pas très grave quoi. c'est pas grave quoi, tu l'as coché, mais c'est Voilà. parmi au Quand t'as moins. que 2 séances sur la semaine, t'as pas Voilà, intérêt donc à déconner ça quand te même. fait que 100 séances dans l'année, alors que par exemple, un mec qui a une fréquence de balade, ça lui ferait 300 séances, 400 séances. Par exemple. Et donc là, tu vois, sur 10 séances, ça serait tellement négligeable. Alors que toi, 10 séances, ça va faire quand même 10% de ton entraînement. Tout à fait. Et donc là, en fait, ça commence à être conséquent. Et là, ça se verra, en fait. Tout à C'est fait. moins noyé dans la masse quand tu as très peu de fréquence. Et donc, tu as très peu d'entraînement. Et ce peu d'entraînement que tu as, il faut que ça compte. C'est Tout exactement simplement. ça. Sachant que, pareil, hein, pour la diète, on va dire que si un muscle il est stimulé assez régulièrement, si la récupération elle n'a pas été optimale en termes de diète, de repos, etc., bon, de toute façon, tu vas le retabasser pas longtemps après, donc à la limite, c'est pas trop grave, tu vois. Voilà quoi, on n'est pas trop regardant. Par Voilà. contre, si ton prochain entraînement il est dans 3 à 4 jours, T'as envie, là, voilà, là, il faut absolument que ton muscle il est récupéré comme il faut absolument que tu l'aies nourri comme il faut, etc., pour qu'il puisse exprimer son plein potentiel, en fait. exactement. On a fait le Donc, tour pour cette on a fait le question, je tour. pense. On a dit donc du coup minimum acceptable de séance. Donc, minimum acceptable de séance, full body obligatoire, parce que justement, par rapport à ce débat, volume total sur une période donnée ou fréquence totale équivalent au même volume sur une période donnée, bah là, si tu fais par exemple un upper-lower sur 2 séances, en fait, même si le volume est équivalent, donc admettons pour le haut du corps, tu fais 12 séries, je dis un chiffre au hasard,
sur une séance où 6 séries réparties, enfin 6 séries fois 2, donc 12 séries réparties sur 2 séances, Mm. bah là en fait, étant donné le peu de fréquence, tu vas bien te rendre compte que en gros ça va pas fonctionner comme il faut. En fait, chaque muscle, même si tu lui as donné un volume de travail, la fréquence sera tellement ridicule que ça va pas fonctionner comme il faut. Donc là, il va falloir miser sur la fréquence plus que sur le volume total, ou en tout cas, vaut mieux diviser le volume pour avoir plus de fréquence. Et tout comme hein, faire un full body avec l'équivalent de ce que tu ferais sur 2 full body, ça va pas fonctionner pareil, hein, même si tu fais tout le corps. Ok. Donc là, en fait, minimum syndical, ça va être 2 séances plus full body. On va miser sur la fréquence, beaucoup, et sur la fréquence de tout le corps. Ok. Et après, bah, quand on monte à 3 séances, là, on peut pouvoir se permettre de diviser et de voir ce que ça donne en fonction. Donc, partir en upper lower si on part sur 3 séances. Si encore mieux, on part sur 4 séances. Pour moi, le plus optimal, ça restera quand même de rester sur l'upper lower. Toi, tu diras peut-être que on peut passer sur autre chose, mais voilà. Globalement, du coup, on peut en dire que on peut avoir un minimum de 2 et avec 3 séances, tu peux faire de bons gains Voilà. et répartition 2 séances, c'est le upper-lower. minimum syndical et il va falloir être très sérieux à côté. 3 séances, ça va être plus optimal, même si tu devras faire tout ce qu'il faut à côté. Voilà, donc ce qu'il faut garder en tête, c'est ne pas penser qu'on peut avoir une approche laxiste parce qu'on a peu d'entraînement. Bien au Et contraire. que, bien au contraire, tu dois avoir une approche du coup carrée sur tous les points pour que tous ces peu d'entraînement, enfin toutes ces séances qui sont du coup réduites comptent au maximum pour faire le plus de gains possible. Exactement. Voilà. Voilà. Ensuite, une autre question. Une autre question, c'est à partir de quand faire une sèche lorsqu'on est débutant, précisé. Alors, lorsqu'on est débutant, faire une sèche, ça conviendrait du coup uniquement à quelqu'un, je dirais, qui est obèse. Obèse avec un poids vraiment énorme. Et donc là, en fait, faut dégraisser avant de Faut penser. nettoyer, Ouais, faut décaper. faut décaper avant de faire quoi que ce soit. Un peu comme Miko Zer, le grand Miko, qui était obèse morbide en fait. Et qui a eu une approche complètement tarée qui n'est pas forcément la bonne, hein. Il le dit lui-même, mais qui lui a permis en fait de perdre tout son poids, tout son surplus et la majorité plutôt rapidement entre guillemets. En fait, à un moment donné, c'est peut-être pas l'approche la plus optimale, Ouais. mais quand tu es obèse morbide, ta volonté en fait, elle est infime. Si tu as été jusque-là, en fait, si tu as niqué ton corps jusqu'au fait de peser 140 kilos, je pense qu'en fait, et c'est expliqué, hein, la région dans ton cerveau qui régit la volonté, elle est infime. Elle doit faire un nano micromètre. Et donc, si t'es pas en fait motivé par le fait de perdre ce poids visuellement, en fait, de sortir en fait de cette obésité, Ouais. moi je pense c'est quasi sûr que tu vas pas adhérer et que tu vas abandonner. Ah oui, toi, c'est plus l'aspect motivation En que tu prends en fait, compte. c'est ça le problème, c'est que quand tu pars d'obèse, je pense que l'aspect motivation, il est super important et que le premier facteur, ça va être d'accrocher et que peut-être ton approche va pas être optimale, mais par contre, faut perdre, faut voir quelque chose, faut que ça soit palpable en fait. Et malheureusement, si tu mises sur pas forcément quelque chose de 100% optimal, mais la prise de muscle à fond sur quelqu'un qui fait 140 kilos, ça se verra pas en fait. Il va pas le palper, il va pas le voir, et le mec va pas adhérer, et je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'il décroche. Je vois. Et j'aurais dit du coup dans ce cas-là, c'est la sèche obligatoire. Et par sèche, j'entends pas forcément de le mettre à 1200 calories, tu vois, mais on va faire une sèche. Ça va être une sèche. Et après ce cas-là, je dirais que c'est très rare, très très rare de commencer par une sèche. Et je pense que se restreindre au tout début, c'est pas forcément la bonne approche. Et que rien que le fait de se mettre à maintien, tout en optimisant la prise de muscle via ton entraînement, tu vas
en fait changer ta composition corporelle et tu pourrais avoir le résultat que toi tu attendais en faisant une sèche. Ne sous-estime pas en fait le pouvoir de la recomposition corporelle quand tu débutes et mise tout sur la prise de muscle sans pour autant devenir dégueulasse, hein. Je ne parle pas de faire une prise de masse, mais une prise de masse conséquente. Mais la recomposition corporelle, elle va avoir lieu vu que tu vas prendre du muscle. Mise sur ça, essaye d'optimiser la prise de muscle plutôt que d'être obsédé par la perte de poids qui serait insignifiante vu que tu débutes et que tu retarderais trop de gains par rapport à l'effet que ça rendrait sur ton corps totalement. Je sais pas ce que t'en penses toi. Moi, j'ai plusieurs axes à cette question, comme souvent d'ailleurs. En fait, déjà, la première chose très importante, c'est quel est l'objectif? C'est ça? Donc, est-ce que le but, c'est de devenir extrêmement balèze? Est-ce que le but, c'est juste d'être fit? Et surtout, donc ça, c'est le premier axe à aborder. Je pense que dans ces deux cas-là, l'approche est presque la même. Et ensuite, c'est d'où tu pars. Donc, c'est-à-dire, si on prend pour un mec, par exemple, un mec qui part hyper skinny, bah, faut pas qu'il sèche. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, clairement. On est d'accord Lui, sur faut ce qu'il coup-là. blaste. Faut qu'il blaste, ouais. Un mec qui est, on va dire, en forme moyenne, c'est-à-dire un petit peu gras, mais sans être trop fat, un skinny fat, Grassouillet. voilà, un skinny fat pas trop grassouillet, pour moi, il peut blast aussi. Ok. Euh, Par contre, un gars qui est un petit peu enrobé plus, lui, en fait, ce qu'il va falloir qu'il mise, c'est comme tu disais, sur la recomposition corporelle. En fait, il y a un truc qui est, je dirais, sous-estimé, mais en fait, c'est même pas sous-estimé, c'est qui est inconnu aux débutants. C'est qu'en fait, ils voient les choses de façon unidimensionnelle. Et donc, pour eux, c'est soit tu deviens Arnold, soit tu deviens gros, ou soit tu deviens mince, tu vois. Ok, un être binaire. Exactement. Et donc là, bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est débutant, on a cette faculté à prendre du muscle et perdre du gras en même temps. Et que si on fait les choses bien, ce qu'on devrait faire, c'est que en fait, on ne va pas essayer de jouer que sur l'entraînement. On va jouer sur plusieurs choses, c'est-à-dire l'entraînement et la diète. Donc déjà, si on se met à la muscu, on doit changer son alimentation et adopter une alimentation plus protéinée que celle qu'on avait, puisqu'il y a des chances que celle qu'on avait était très pauvre en protéines. En fait, déjà, rien qu'un changement d'alimentation de pauvre en protéines à riche en protéines, ça induit un changement de composition corporelle chez les gens, Clairement. sans muscu. Et ça, c'est prouvé. Ça fait prendre du muscle et perdre du gras. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, ça va être il faut surtout l'erreur à faire, même si ce que tu veux c'est devenir fit et t'amincir ou en tout cas t'assécher, l'erreur à faire ça va être de se fixer à la balance. Puisqu'en fait, comme tu vas prendre du muscle et perdre du gras, et que à volume égal, le muscle pèse 2 fois plus lourd que le gras, c'est-à-dire que, imagine tu remplaces tout ton gras par du muscle, donc tu rentreras dans tes vêtements de la même chose, les proportions vont changer, mais admettons qu'on te met les mêmes proportions, et bah, tu Ouais, tu pèseras serais... 2 fois plus lourd en muscle. Ton poids, il va pas doubler, Hmm. mais admettons, tu as 10 kilos de gras sur ton corps. Si on remplace ce volume de 10 kilos de gras par du muscle, tu vas peser 10 kilos de plus en fait. Tu vas voir que c'est un être énorme, quoi. Tu changes complètement ta shape si tu perds 10 kilos de gras pour le remplacer par 10 kilos de muscle, concrètement. Bah, en fait, en termes de volume total de corps, tu seras égal, mais en termes de poids sur la balance, ce sera plus élevé. Très bien. Et donc en fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc déjà, il ne faut pas se focaliser sur la balance, parce que comme la personne nous parle de sèche, je suppose qu'elle est dans une optique de perte de poids. Il ne faut pas se focaliser sur la balance, puisque la balance va être ton ennemi, puisque si tu gagnes du muscle, même si tu perds du gras, visuellement ça se verra, mais ça ne se traduira pas sur la balance. Et Ouais. sur la balance, ça se traduira sûrement même dans le sens inverse, c'est-à-dire que tu vas Exactement. avoir tendance à prendre du poids plutôt que d'en perdre. Donc ça va être la première chose. Et donc ensuite, bah, comme tu l'as dit, hein, il va falloir essayer de surfer au maximum sur cet effet de recomposition corporelle et sur cette capacité en tant que débutant à prendre du muscle et perdre du gras en même temps. Donc en fait, tout va se jouer
dans le fait de s'entraîner sérieusement, de façon intense, etc., progresser bien sûr, prendre du muscle, tout simplement, et perdre son gras à la fois. Et donc ça, ça va passer par une diète dans laquelle on va augmenter les protéines, mais dans laquelle on va pouvoir rester en maintien si on veut y aller mollo et qu'on n'a pas pour objectif de prendre beaucoup plus de muscle, tu vois. Ok. Et en fait, ça va nous faire prendre du muscle, ça va faire perdre du gras, et cet effet va faire qu'en fait, tu vas sécher sans le vouloir, en fait. Visuellement, en fait. Exactement, sans être dans l'optique d'une sèche, en fait. Très bien. Donc je pense que pour un débutant, comme tu l'as dit, à moins que ce soit pour un obèse, il n'y a aucun intérêt à se mettre en déficit calorique. À se mettre dans l'optique d'une sèche, en fait, en termes de calories, c'est-à-dire se mettre en déficit. De se restreindre au Voilà, point de tout à faire fait. une sèche. Comme tu le dis, je pense que tu tues en fait tous les gains potentiels qui sont faciles à faire entre Tu les guillemets, au début. tues et je dirais même presque en fait que tu prends le risque d'empirer ton physique, tu vois. Parce que Exactement. combien de gens on a vu qui se massacrent au sport et en fait qui sont zéro sur la diète et en fait ils sont toujours gras. Et des fois il y a des meufs, elles perdent du poids mais en fait elles restent grasses et flasques, tu Et vois. c'est Et exactement- malgré qu'elles soient comme ça, tu vois. Et je pense qu'aucune femme a envie d'avoir ce genre de corps, par exemple. Tu vois. Exactement, ouais. Et donc c'est ce que tu disais, en fait, tu t'épuises et je pense qu'en fait tu es dans un état de catabolisme. Exactement, Et qu'en et fait, c'est ton muscle qui part, pas ton gras, c'est Exactement. majoritairement du muscle qui part. Exactement. Et souvent ces personnes-là n'ont pas l'alimentation nécessaire, donc c'est juste En une général, c'est un restriction. gros problème d'alimentation et une peur des poids. Exactement. Souvent, c'est beaucoup de cardio, très peu de poids ou très léger parce qu'on veut pas devenir comme Arnold. Mais les gars, vous inquiétez pas, nous on essaie de devenir comme Arnold et comme On vous y pouvez le arrive constater, toujours. on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et pourtant, Dieu sait qu'on se donne. Donc tout l'effort qu'on Donc, donne. vous inquiétez pas, même avec le meilleur effort du monde, vous ne deviendrez pas comme Arnold. Il n'y a pas de problème. Donc là, en fait, c'est exactement ce que tu disais. Le problème, en fait, la recette pour avoir un corps gras, flasque et skinny, c'est beaucoup de cardio, une restriction calorique au hasard. Donc souvent, tu vas juste passer en trouble alimentaire et ne quasiment plus t'alimenter. Bien sûr, pas assez de protéines, hein. Bien C'est sûr. très souvent le cas. Et peu d'exercices musculaires, donc peu de musculation. Et pas d'intensité, pas de poids. Exactement, donc peu de musculation et peur de l'intensité, peur du lourd pour ne pas devenir énorme. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Tu fais exactement tout l'inverse, tu deviens flasque, maigre et flotteux. Et gras. Et Et gras. tu restes gras. Et tu sens l'huile. Donc tu sèches pas finalement. Voilà, tu sèches pas, tu Donc fais en tout fait, l'inverse. la meilleure façon de faire une sèche quand tu es débutant, hormis cas d'obésité, c'est de construire du muscle. Exactement. C'est d'être dans un objectif, dans une démarche de prise de muscle en fait. Voilà. Et donc dis-toi bien que même si tu arrives à remplacer tout ton gras par ton muscle, visuellement tu changeras pas. Enfin, en termes de volume total de masse répartie sur ton corps, bien sûr, si tu as les cuisses, enfin si tu as du bide et peu de cuisses, il y a de bonnes chances que tu prennes des cuisses et que ton bide, Voilà. tu verras en mettant ton pantalon, c'est plus pareil. Mais en termes de volume global, tu paraîtras même peut-être plus fin, puisqu'en termes d'équilibre, tu seras beaucoup plus proportionné. Exactement. Donc il faut viser, en fait, quand on débute et qu'on veut sécher, il faut viser sur la prise de muscle, en fait. Voilà, tout simplement. Donc pas de sèche au début, sauf Pas de obèse sèche au morbide qui doit absolument perdre du poids pour rester en vie et rester motivé. Exactement. Voilà. Et après, la sèche peut arriver plus tard. Disons qu'une fois qu'on a construit du muscle, et si on a envie de persister dans cette démarche, et qu'on a atteint une composition corporelle grâce à cette vague du débutant qui nous permet de surfer sur cette prise de muscle et cette perte de gras simultanée, et là on peut envisager de s'engraisser un peu plus pour faire une sèche plus tard. Voilà, pour dévoiler tout le muscle Exactement. gagné après cette prise de masse conséquente. Durement gagné. Voilà. Ensuite, nous avons une question où on nous demande quand changer d'exercice. Alors, quand changer d'exercice? Ça peut paraître simple, mais c'est une question qui est souvent posée. Et pour moi, du coup, pour faire court, tu changes d'exercice quand tu as épuisé, en fait. C'est comme si tu avais un pot de crème. Une jauge d'énergie.
que tu la pressais, mais jusqu'à vraiment ne plus rien avoir dedans et il n'y a plus rien du tout qui sort. Donc vraiment, faut que tu aies essoré au maximum l'exercice pour considérer en fait le fait que tu ne le fasses plus pendant une période donnée. Tout à fait. Je pense qu'il faut que tu aies du coup eu tous les gains que tu pouvais avoir avec et surtout ne plus progresser après plusieurs tentatives sur cet exercice pour envisager en fait de le mettre au placard pendant quelques semaines. Donc pour changer d'exercice, en fait, il va falloir se poser plusieurs questions. La première étant, qu'est-ce qui justifie de changer d'exercice? Euh, L'ennui, ça peut être une justification, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui s'ennuient toutes les semaines. Donc si tu es dans ce cas-là, il va falloir quand même faire preuve d'un petit peu de discipline et te tenir un certain nombre de temps à un exercice quand même. Donc une feinte possible pour ça, c'est de se faire plusieurs séances. Je m'explique, si tu as plusieurs séances par exemple pour le bas du corps, et bien de tourner avec 2 ou 3 séances où tu fais des exercices différents à chaque fois, ce qui te permettra d'avoir un répertoire d'exercices sur lequel tu mesures ta progression et d'éviter de tomber dans la monotonie. Ok. Donc ça peut être une stratégie donc, qui va te permettre de garder des exercices très 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 longtemps, puisque en fait tu as un roulement sur 3 séances, donc ça veut dire que potentiellement chaque séance elle est effectuée au max une fois toutes les 2 semaines, quoi. Ok, alors une grosse rotation d'exercice. Une grosse rotation d'exercices, ça peut être, ça peut répondre en tout cas aux besoins d'avoir du changement. Si c'est ta justification à pourquoi changer d'exercice. Maintenant, pourquoi changer d'exercice dans l'absolu si tu es un soldat, si tu es une machine et que tu tournes sur les mêmes exercices, sur les mêmes séances et que tu continues à progresser, la première raison, ça peut être, comme tu l'as dit, ne plus progresser en fait. Donc, avoir absolument fait tout ce que tu pouvais pour progresser sur un ou des exercices et voir que tu ne progresses plus dessus. Donc ça peut être une très bonne justification. Moi, ce que je peux conseiller ou inviter à faire, c'est d'essayer de triquer un petit peu l'exercice de façon à pouvoir garder cet exercice encore un petit peu plus longtemps. Ok. Donc par exemple, moi, un trick que j'utilise, c'est alterner certains de mes exercices sur machine pour les pecs notamment avec des fat grips. Ok. Donc en fait, ça permet, quand je sens que je suis en galère, et j'ajoute les fat grips. Quand je sens que je commence à être en galère sur les fat grips, je les retire. Et ça me permet de garder l'exercice, puisque en fait là, ma justification en l'occurrence, c'est la progression est devenue difficile, et de continuer à progresser, puisque rien que changer parfois une petite chose, en l'occurrence la prise de la poignée, en fait le recrutement il est plus du tout pareil, et le chemin nerveux, je dirais, engagé, n'est plus le même, donc ça te permet de reset ta progression en quelque sorte, tout en restant sur le même exercice. Ok. Une autre façon, ça peut être d'ajouter des élastiques. Moi, c'est ce que je fais. Donc, en gros, je remplace une partie du poids que j'utilise par des élastiques. C'est pas justifié sur toutes les machines, ça fonctionne pas comme il faut sur toutes les machines. Donc, encore une fois, c'est à vous de jauger. Mais une fois que je pense avoir épuisé, je passe avec des élastiques. Une fois que je pense avoir épuisé, je repasse sur des poids et ainsi de suite. Ok. Donc en vrai, la bonne justification, hein, c'est je ne progresse plus. Une autre bonne justification, ça peut être j'ai des douleurs et je soupçonne cet exercice d'être la cause des douleurs. Et donc dans ce cas-là, évidemment, là, il n'y a pas de doute, il faut changer d'exercice. Ou bien, je commence à avoir de mauvaises sensations sur cet exercice, mais encore une fois, c'est un exercice qu'il faut avoir poncé pendant un moment pour que ce soit justifié de dire ça. C'est pas Mm. genre je chante pas les pecs au machin, donc Ouais, non. clairement, ouais. C'est en gros, je commence à avoir des sensations un petit peu bizarres. Je sens plus le mouvement aussi bien que ce que j'ai pu le sentir pendant X temps, donc je décide de changer d'exercice. Globalement, moi, ce que je conseille, en tout cas ce qui fonctionne bien pour moi, mais après, mon expérience, elle est un petit peu biaisée étant donné que j'ai un niveau quand même assez avancé, c'est la rotation des exercices en fait. Je trouve que ça c'est phénoménal et que ça permet de maintenir une progression sur un très long terme, d'éviter l'ennui à l'entraînement, etc. Le revers de la médaille, c'est que au bout d'un moment, à poncer tes séances, tu te rends compte qu'il y en a qui sont beaucoup plus dures que d'autres
pour un même thème, on va dire. Donc dans les séances push, il y en a toujours une. Il y en a une qui va te faire plus flipper que les autres. Pour les séances legs, il y en a une qui va te faire plus flipper que les autres. Et le revers de la médaille, c'est que ces séances, on va dire que mentalement, elles vont être plus compliquées. Ok, tu vas un peu à reculons, quoi. Exactement, c'est le genre de séance où Ok. tu vas aller à reculons. Et à l'inverse, tu as des séances qui sont plus faciles. Ça, c'est plutôt un plaisir quand tu commences à être cramé parce que tu te dis, bon, celle-là, elle est tranquille. Mais au moins, tu sais qu'elle passe quoi qu'il Voilà, arrive. au moins tu sais qu'elle passe quoi qu'il arrive. Et par exemple, ça c'est quelque chose qui est vachement utilisé à Westside, qui ont quand même démocratisé des principes d'entraînement très intéressants comme alterner le lourd, le léger, et comme faire une certaine rotation d'exercices sur leur max effort, etc. Et en fait, eux à Westside, ils disaient, voilà, nous ce qu'on veut c'est être fort toute l'année, c'est pas être fort, pas en fait faire un picking pour une compétition. Ok, On veut être fort toute l'année, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une rotation de variation des exercices de compétition. Comme ça, on travaille en force absolument toute l'année. ok, Mais la rotation permet en fait de jamais être cramé, puisque le chemin nerveux va être totalement différent, vu que tu vas utiliser des variantes qui n'ont rien à voir. Ils expliquent qu'il y a des athlètes qui tournent même avec tellement de variations qui vont pas faire une rotation avant un an, tu vois, qui vont pas retourner sur un exercice ok. avant un an. Donc voilà, bon après c'est parce que du tout ce que je conseille de faire, mais c'est pour donner l'intérêt de la rotation d'exercice. Donc voilà un petit peu pour quand changer ces exercices. Est-ce que tu vois d'autres choses, de bonnes raisons de changer ces exercices? Ça fait déjà pas mal de raisons. Du coup, comme tu le disais, tu as le fait d'épuiser l'exercice, tu ne progresses plus en ayant tenté tous les petits tricks. Voilà. Le fait de se blesser ou de sentir que tu vas te blesser sur cet exercice, donc c'est un angle et ou une résistance qui n'est pas favorable à ta morphologie. Et comme tu le disais, l'ennui, même si l'ennui c'est faussement une bonne C'est raison, faussement une bonne raison. Ouais. si tu t'ennuies très rapidement, En fait, malheureusement, il faut être objectif sur soi-même, et si tu t'ennuies une fois tous les 6 mois, c'est tout à fait compréhensible. Si tu t'ennuies toutes les semaines ou même toutes les 3 semaines, c'est assez énorme. voilà. Et donc là, en fait, c'est plus du plomb qu'il faut te mettre dans la tête parce que il faut que tu te rendes compte à un moment que c'est pas comme si tu veux progresser, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Exactement. Et moi, je rajouterais qu'en fait, faut quand même essayer. En fait, moi, je pense que il vaut mieux, euh, toute proportion gardée, surréfléchir son programme pour avoir une sélection fixe et ferme de ses exercices, plutôt que de faire les trucs un petit peu au hasard et du coup d'être amené dans une pente où tu vas changer d'exercice tous les 3-4 matins parce que pour X ou Y raison. Ok. Je pense qu'il vaut mieux bien réfléchir son programme, bien le cadrer et croire un petit peu en soi et en ce qu'on fait et se donner une chance dans le sens où bah vas-y, tu choisis ton programme, tu as choisi tels exercices. Moi, tu vois, ça m'arrive de me poser des questions sur les exercices que je vais choisir. Et donc, je choisis mes exercices, très bien. Une fois que c'est choisi, pour moi, c'est verrouillé. Et en fait, même si la première fois que je fais la séance, ça me plaît pas, bah, je vais rester sur l'exercice, tu vois. C'est ça que Ok. je veux dire dans l'idée d'avoir confiance dans les choix qu'on fait et se laisser une chance. Ouais, pas changer de direction à la Non, moindre voilà. brise, quoi. Donc en gros, je vais prendre des notes sur l'exercice sur lequel j'ai une remarque à faire, on va dire. Et je vais dire, bah voilà, par exemple, est-ce que c'était pas trop léger ou est-ce que c'était pas trop lourd? Donc refaire avec plus ou moins de poids la semaine prochaine, ou la séance d'après en tout cas. Et puis ensuite, je refais et je vois mon commentaire, enfin ce que je pense, comment ça a évolué par rapport aux commentaires que j'ai mis. Et je vais quand même essayer de persister un certain temps et de faire un certain nombre d'ajustements avant de me dire, bon ok, finalement cet exercice, peut-être que je me suis trompé, c'était pas bon, tu vois. Mais donc je pense qu'il faut se laisser une chance et plutôt que d'essayer de vouloir absolument changer d'exercice, réfléchir à une autre façon d'aborder l'exercice. Peut-être des séries plus longues, par exemple, moi tu vois, j'aime bien les dips, j'aime beaucoup les dips, mais ça me fait flipper, tu vois. Quand je commence à charger et tout, j'ai tellement en tête ces vidéos de mecs qui s'arrachent un pec en descendant, tu vois, ça me fait stresser à mort. Et quand il a commencé à faire grave froid, tu vois, il n'y avait pas de chauffage dans ma salle. Et moi, en fait, je m'entraînais avec un style, donc je m'entraînais avec le style dont je parle souvent, hein, le style dog crap, qui consiste à faire beaucoup de séries en rest pause, sous forme de rest pause, un top set avec plusieurs rest pause. Et en fait, c'est une très bonne méthode, hein, ça crame, etc. En revanche, tu te sens jamais vraiment chaud. Enfin, en l'occurrence, comme il faisait froid, Ouais. c'était difficile de sentir son corps chauffer parce qu'en fait, du coup, tu prends beaucoup de temps de repos, etc.
tu as beaucoup de temps à te sentir en route en fait. Et l'exercice, les dips, c'était le troisième exercice d'une de mes séances push. Et donc, franchement, mon gars, j'avais l'impression d'arriver à froid sur le truc. Et je mettais genre 60 kills, tu vois, et je me chiais dessus, mon gars. Je me chiais dessus parce que je me disais, putain, mais là, si je suis pas chaud, c'est pas bon et tout. Et donc, d'une part, je tiens à cet exercice, et d'autre part, c'est un exercice que j'avais choisi. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai simplement augmenté mes fourchettes de répétition. Ok. Donc déjà, bon, j'ai arrêté le rest-pause, ça c'est pour d'autres raisons, plus pour le crash, etc. Mais surtout, j'ai augmenté les fourchettes de répétition. Et donc en fait, mon top 7, je dois être sur du 12 reps, tu vois, Ok. minimum. Et mon back-off, je peux aller jusqu'à du 20, tu vois, plus. Donc en fait, j'ai pas changé l'exercice, mais je l'ai adapté, puisque visiblement, à un instant T, ça convenait plus qu'il soit sous ce format-là. Mais rien qu'avec un exercice, rien qu'avec les formats, on peut faire quand même beaucoup de choses. Donc il faut se poser beaucoup de questions avant d'abandonner un exercice, surtout si on l'a choisi au premier abord parce qu'il nous convenait. Voilà, pour cette question. Petit bonus qui n'est pas une question, Ah, mais un sujet qu'on peut aborder, qui est l'excuse de la génétique. Un sujet très vaste. c'est un sujet qu'on pourrait développer pendant Très longtemps. très longtemps. Très longtemps. Quelle part et quelle part de la génétique et l'excuse de la génétique est-elle une bonne excuse? Alors oui et non, après, la génétique, c'est une part énorme dans la musculation, au sens où tu as des personnes qui vont être tout simplement plus musclées que toi après plusieurs Je suis années, d'accord. alors que elles n'ont fourni aucun effort, entre guillemets. Ils Ouais. sont juste nés comme ça. Et parfois, en fait, ça amène même des gens qui ont une génétique de fou à ne pas du tout l'exploiter parce que ça te donne pas envie, en fait, d'exploiter ta génétique si tu ressens pas le besoin. En fait, quand tu nais avec 43 de bras secs, je grossis les traits, mais ça te donne pas, en fait, t'es pas animé par le fait de devenir balèze et d'avoir cette envie d'avoir des gros bras parce qu'en soi, tu es déjà satisfait sans rien faire. Et donc ça t'amène pas cette envie, du coup ce manque en fait qui te dirige vers l'obsession de devenir plus gros parce qu'en fait tu l'es déjà. En fait, c'est un petit peu comme tout, malheureusement. Mais quand c'est gratuit, il y en a qui disent quand c'est gratuit, c'est meilleur. Mais moi, je pense que dans une certaine mesure, quand c'est gratuit, en fait, t'as pas, comment dire, tu n'apprécies pas à sa juste valeur le truc, tu vois. Et Exactement. combien de fois, moi par exemple, tu vois, un exemple très concret, c'est les livres. Genre quand je pirate un livre, ou que j'ai une version PDF d'un livre, et j'en ai des tonnes, et bah franchement, je peux te dire que les trois quarts, je les ai pas lus, tu vois. C'est Alors que ça. quand j'achète un putain de livre, et bah je le lis vraiment, tu vois. Ouais, là Parce tu que vas les forcément sous, le ils lire. viennent de ma poche, tu vois. Tu vas forcément le lire. Et en fait, là, c'est un petit peu ça. Et je pense qu'aussi, il y a ce caractère qui veut malheureusement, après c'est humain, tu vois, quand les gens, les choses arrivent facilement pour eux, ils se posent pas trop de questions, ils sont parfois très sûrs d'eux, tu vois, il n'y a pas beaucoup de remise en question, et malheureusement, tu vois, l'ego prend le pas, et en fait, ils en arrivent à se dire, ouais, j'ai tout compris, tu vois. Ils en arrivent à se dire, j'ai tout compris, c'est juste comme ça, il suffit juste de faire ça. En fait, ils ont tellement peu de questions à se poser qu'ils ont malheureusement pas la curiosité d'esprit de se dire bah, je vais quand même m'en poser, tu vois. Exactement. Donc la génétique ça joue un gros rôle. Comme on disait, comme quand tu es avantagé génétiquement, c'est pas forcément un don en soi parce que ça te donne pas du coup cette volonté qui t'amène Ouais. à Ça donne du une coup. espèce d'arrogance en fait quelque part, tu vois. Voilà, Pour c'est ça. certains, pas toujours, hein. Et après, par exemple, je m'entraîne souvent avec une personne qui a une génétique entre guillemets de ouf. Tu vois, il est pas forcément énorme, mais tu arrives quand même à avoir plus de 40 bras secs en faisant des pauses en musculation de plus de 6 mois. Tu reviens, tu fais quelques séances, tu as quand même 120 au coucher. Tu vois, c'est des facilités en fait. Clairement. Ça te donne pas des. T'es pas énorme au sens où nous on est biaisé parce qu'on a une vision de musculation bodybuilding, mais le mec paraît énorme pour la plupart des N'importe qui, gens ouais. et c'est des efforts qui sont minimes, tu vois, qui Ouais. fournit. Après, bien sûr, il s'est entraîné pendant plusieurs années, etc. Mais il m'a toujours dit en fait, je pense que moi je fais pas d'efforts et pas j'abandonne, mais j'arrête de nombreuses fois parce qu'en fait je sais que ça sera toujours là et que je peux récupérer archi rapidement.
Je vois. Et donc il m'a dit, sans arrogance cette fois-ci, tu vois, mais je sais que ce que j'ai, je l'ai facilement et que j'en suis déjà satisfait. Oui, Et voilà, donc, si t'es dans ce cas-là, ouais, je et comprends. donc en fait, c'est pour ça, j'ai conscience que j'arrête facilement Ouais, ouais, je vois. et que je reprends tout aussi facilement et que j'ai une pratique en fait épisodique au sens où tu as beaucoup de pauses et que t'es pas si obsédé par la progression que Ouais, ça, non, tu non, moi vois. quand je te parlais d'arrogance, c'est plus dans le sens où tu vas avoir des gens qui, comme eux, ça vient facilement, et ben en fait, ils vont te dire qu'ils ont tout compris à la muscu, qu'il suffit Ouais, juste ça arrive de aussi, ouais. faire ça, juste de manger un grec et d'aller se buter le soir, et C'est puis ça, ça suffit, quoi, tu vois. exactement. Et en fait, en fait, ouais, qui ont presque pas de réflexion derrière ce qu'ils font, et qui vont juste dire, ouais, mais c'est comme ça, mais en fait, comme ils ont pas galéré, bah, ils pensent que c'est comme ça, mais en fait, ils y ont jamais réfléchi. C'est juste que ça a marché. Mais ça se trouve, ils auraient fait tout autre chose, ça aurait marché aussi. Exactement, oui, c'est la théorie du super chinois avec Rudy Koya Exactement, ouais. qui peut Qui, faire quoi qu'il fasse, voilà quoi qu'il fasse, bah, comme il a été sélectionné et qu'il a une génétique top tier, on va dire, tout à fait. et bah tout ce qu'il va faire va lui permettre d'arriver à ses fins. Mais du coup, avoir une mauvaise génétique, c'est pas forcément l'excuse pour ne plus rien faire et ne pas y aller. En fait, souvent, tu vas te dire, tu vas avancer et tu vas te dire, ah bah, par exemple, on a parlé au tout début de biceps courts, triceps courts. Ouais. Combien de personnes ils vont te dire, ah bah de toute façon, je vais jamais avoir de bras, j'ai des biceps courts, des triceps courts. En Non, fait, ouais, c'est une excuse un petit peu, je tu, dirais peut-être pas à la procrastination, mais à la fainéantise, tu vois, à à la la, paresse, quoi. à la paresse et ne pas exploiter ton potentiel maximum. En fait, que tu aies une génétique de merde ou non, tu as un potentiel. Exactement. Et donc en Tout à fait, fait. ça va Tout être à fait. qu'est-ce que tu vas, en fait, à quel point tu es prêt à fournir des efforts pour voir ce potentiel de cette génétique de merde. Tout à fait. À un moment donné, quand tu as une génétique de merde, après, génétique, ça veut tout et rien dire, tu vois, ça englobe plein de facteurs. Génétique, ça peut être tes insertions musculaires, ta morphologie, le fait d'avoir des hanches larges, hanches fines, longs C'est muscles, énormément de choses. Ouais. des muscles courts, ta proportion à prendre du muscle facilement, C'est intéressant ce que tu dis. sécher difficilement. En fait, la génétique, c'est un spectre super large. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, beaucoup se cachent derrière l'excuse de la génétique, mais en fait, personne est un zéro tout. Exactement. En En fait, c'est fait, très dur. personne a une génétique à chier des enfers, avec absolument tout à chier, que ce soit la capacité à prendre du muscle, la capacité à perdre du gras, les insertions qui vont pas, sur absolument tous les muscles de tout le corps, l'incapacité à avoir de l'appétit, l'incapacité à avoir de la discipline, etc. Tu vois, en fait, là tu te rends compte, en fait, il y a personne qui est aussi nul que ça. Ça C'est n'existe pas ça. en fait. Donc ouais, c'est exactement ça. Quelqu'un qui est nul génétiquement sur absolument tous les spectres de la génétique, comme tu le dis, Ça n'existe ça pas. n'existe pas. Et donc, comme on le disait en plus, juste pour biceps-triceps, déjà avoir des biceps et des triceps courts, t'es pas forcément en fait dans un cas de génétique de merde parce qu'en fait, faut que tu regardes précisément comment c'est agencé et peut-être qu'en Tout à fait, fait. tu crois que t'as des biceps courts mais ils sont pas forcément courts. T'as des triceps courts peut-être, ok, mais sur toutes les portions, tu sais pas en fait. Est-ce que aussi t'as Et des bons peut-être que c'est avant-bras? juste parce que tu te compares à l'incomparable. Et en gros, Exactement. tu te dis, ouais, bon, ok, j'ai pas les bras de Ronnie, donc mes bras ils sont courts, quoi. Voilà Ils sont exactement. nuls, tu C'est quoi vois. tes points de comparaison? Comment tu juges une génétique de merde? Mais en fait, si tu passes ton temps à juger ta génétique plutôt que de fournir l'intensité à l'entraînement pour avoir ton potentiel génétique euh, final, bah forcément tu vas rester dans ton état de larve, tu Ouais, vois. Donc la génétique, c'est l'excuse, la bonne excuse, mais des deux côtés. Que tu aies une bonne génétique ou une mauvaise génétique, ça peut servir d'excuse. Donc la bonne génétique, elle peut te servir d'excuse pour dire, voilà, pour argument d'autorité, moi je suis balèze, je suis énorme. Et donc j'ai fait 3 pompes, 3 tractions et je suis full kebab, je m'en bats les couilles de la diète, donc c'est comme ça, faut y aller. Ou alors, bah, j'ai une bonne génétique, mais en vrai, j'en ai rien à foutre de la muscu. Forcément, je suis balèze sans en faire, tu après, vois. ça peut se justifier, Oh c'est oui, un choix personnel, non, tu non, mais vois. ça se justifie, mais ça vient en fait dans l'excuse. Ouais, Tu vois, en fait, il a
ça apporte juste aucune motivation à être énorme, Ouais, vu non, que ça c'est vrai. t'es déjà en fait balèze. Ça c'est vrai. Est-ce que tu as envie de passer, de fournir des efforts conséquents pour passer de 43 à Ouais, 46 de bras? Ça se trouve non, tu ouais, vois. Et donc en fait, quand tu réponds non, bah c'est pas forcément mauvais, c'est juste que ça t'a pas apporté de tout à motivation fait, ouais. pour continuer. Et donc une mauvaise génétique, bah comme on le disait, est-ce que tu as une mauvaise génétique en tout? Non, forcément non. Tu as forcément un truc où t'es pas mauvais. Et donc, à voir, comme tu le disais, tu as plein de facettes. Si tu as un mec qui est acharné du ciboulot, il se défonce totalement à l'entraînement, il a une discipline en fait sortie des enfers. Tu vois, le mec il est fou, il a tout calculé au gramme, il a tous ses apports, son sommeil. Le mec est fou, il est discipliné au point d'avoir toutes les variables notées sur tout, sur absolument tout en fait, tu vois. Donc il laisse aucune place au hasard sur aucune variable Tout et à donc fait. il va forcément progresser. Il n'y a pas Comment de, est-ce qu'il y va a pas de secret progresser? possible. Ça, faut voir après, tu vois, mais comme on le disait, la génétique a plein d'aspects. Et donc, au lieu de se morfondre sur sa génétique musculaire et ou morphologique, euh, essaye en fait de voir jusqu'où tu peux aller. Tout à Et en fait. fait, tu seras surpris dans beaucoup de cas sur comment tu peux rendre une fois que tu es musclé, alors que tu pensais que tu avais une mauvaise Tout à génétique. fait, ouais. Donc pour moi, la génétique, ça va être bateau de dire ça, mais c'est très 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 souvent une excuse. Et après, c'est à prendre en compte avec du recul sur différentes personnes. Oui, tu vas pas avoir les mêmes attentes pour telle ou telle personne, mais par contre, dans tous les cas, en fait, va falloir fournir un effort. Et si tu as une génétique de merde, soit tu chiales, soit tu comprends qu'il faut fournir encore plus d'efforts pour parvenir encore plus à tes fins. C'est tout en fait. C'est aussi simple que ça. Bah moi j'aime bien la façon dont tu as abordé le truc, parce que tu as d'abord parlé des gens qui ont une bonne génétique. Et en fait, pour moi, c'est bien d'aborder la question là-dessus, parce que ça met en évidence en fait que certains ont des facilités, mais en fait c'est un petit peu comme tout dans la vie, tu vois. Mais sauf que avoir des facilités, c'est pas la norme, entre guillemets. Et si tu te bases sur les gens qui ont des facilités pour te dire que toi, t'as pas une bonne génétique, bah déjà, en fait, pour moi, c'est ça l'excuse première, tu vois. C'est de se dire, voilà, puisque lui, il a une meilleure génétique, ou puisque pour lui, c'est facile, eh bien moi, en gros, ça vaut pas le coup que je fournisse d'efforts, puisque pour lui, c'est facile. Moi, je pense, tu vois, qu'il y a une question, entre guillemets, un peu philosophique derrière ça, dans le sens où il n'y a pas grand-chose qui vient facilement dans la vie, tu vois, et que, bah, en fait, si tu te donnes pas les moyens, bah, il n'y a pas grand-chose qui arrive, tout simplement. Et je pense que la muscu, à plusieurs égards, à beaucoup d'égards, c'est vraiment une belle discipline, dans le sens où c'est une discipline qui t'apprend que bah, si tu fais les choses correctement et que tu travailles comme il faut, et bien en fait, tu as des gains qui vont arriver à la fin, qui seront peut-être pas à la hauteur de ce que tu veux, mais qui peuvent aussi dépasser toutes tes attentes. Enfin, toi, je sais pas, tu vois, mais moi, si genre je m'étais imaginé être musclé comme ça un jour, je l'aurais pas j'aurais pas pu l'imaginer en fait, tu vois. Non, clairement pas, non. Donc, et c'est des années de travail en fait, tout simplement. Et finalement, il n'y a pas tellement de secrets. Euh, et donc, c'est dommage en fait. Et c'est pour ça, tu vois, je crois que c'était Dave Tate qui disait ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un ancien powerlifter qui maintenant a un podcast, une marque d'équipement, etc., une énorme salle, tout ça, bref. Une figure reconnue dans le milieu du fitness aux États-Unis. Et je crois qu'il disait un truc genre tout ce que je devais apprendre sur la vie, je l'ai appris à la salle de sport, ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, c'est une bonne école dans le sens où je- la muscu, ça ne peut pas être la passion de tout le monde. En revanche, si c'est quelque chose que t'aimes et que c'est ta passion et que t'arrives pas à réussir là-dedans, ça va être compliqué de réussir dans d'autres domaines de la vie, je pense, tu vois. Après, peut-être qu'il y a des choses que t'aimeras plus, donc t'arriveras à fournir plus d'efforts, mais en disant pour tout ce qui a un intérêt équivalent à celui de la muscu, si t'arrives pas à faire ce qu'il faut pour la muscu, il y a peu de chances, à mon avis, que t'arrives à donc, et donc du coup, pour revenir au sujet de la génétique, eh bien, comme je disais, je pense que les gens qui ont une génétique exceptionnelle, une très bonne génétique, en fait, c'est plus des anomalies qu'autre chose, et que malheureusement, se baser par rapport à eux pour dire oui,
Moi j'ai une mauvaise génétique, il y a toujours meilleur que toi en fait. Même ce mec qui a une génétique de ouf, il y a sûrement quelqu'un qui a une meilleure génétique de Clairement. ouf, qui a sûrement quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Donc, et lui il dit pas, voilà, moi j'ai une mauvaise génétique. Je pense qu'il y a plein dans le monde professionnel des athlètes. Je crois que c'était Cristiano Ronaldo. Après, tu vois, je connais pas trop en foot, donc je vais Mm. pas m'avancer, hein, veuillez m'excuser si je dis de la merde, mais qui disait, ou même Messi, tu vois, qui sont pas nécessairement des gens qui avaient un talent incroyable, enfin Messi peut-être plus que Ronaldo, mais Ronaldo il charbonne comme un taré en fait. Le mec il C'est une machine. charbonne comme un malade mental, tu vois. Donc est-ce qu'il y a une part de génétique là-dedans? Je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui potentiellement pourraient avoir le même niveau que lui s'ils charbonnaient autant que lui. C'est Mais en fait ça. le mec il charbonne tellement plus que tout le monde que en fait tu peux même pas le savoir, il y a personne qui charbonne autant que lui, tu vois. Exactement. Et pour la petite blague, c'était. Bon, là, je pense que c'est de la merde, mais c'était Dugarry qui disait qu'il avait le même level technique que Zidane et que. C'est possiblement vrai, Ouais, tu c'est ça, vois. ouais. C'est possiblement vrai, mais le fait est que Zidane, il a charbonné comme un ouf, tu vois, et pas lui. Ouais. Et donc, bah, à la fin, ça fait une diff, tu vois. Le fameux Dugarry qui avait le même niveau que Zidane. Voilà, Mais c'est exactement ça, en fait. Même à très haut niveau, et ben en fait, t'en as qui se démarquent tellement par leur discipline et c'est ça. l'effort fourni C'est ça. que t'as aussi un gap énorme à haut niveau, en En fait. fait, quand tu vois de toute façon l'époque Ronnie Coleman, Jay Cutler, les deux, c'est des machines. Mais genre des machines absolues. Et en fait, si tu regardes le top derrière eux, c'est pas des machines, tu vois. C'est des mecs qui ont une génétique de ouf, c'est des mecs qui travaillent dur, mais c'est pas des machines. Et en fait, à la fin, ce qui fait cette petite diff, bah Ronnie, en fait, c'était un robot. Le mec qui rentrait du taf, il était keuf, il faisait ses 2 heures de cardio, il allait s'entraîner, il mangeait comme une machine absolument tout ce qu'il devait manger. Cutler, c'est la même, il disait, ouais, même quand les gens ils m'appelaient et tout, moi je voulais pas répondre parce que je voulais pas qu'ils me cassent les couilles avec leurs problèmes et je voulais rester focus sur ma préparation, etc. Il montre ce qu'ils mangeaient et tout, machin. Les mecs, c'est des machines. Donc en fait, même à Oni, et ils ont trusté le truc, en gros, la baston, c'était juste de savoir qui de Jay Cutler ou Ronnie va gagner. Et, Exactement. et tu vois, ça, c'était, il n'y avait pas de débat sur le top 2 en fait. Ouais, c'est ça. C'était après que ça se battait pour les places. Et pourtant, il y avait des mecs avec des génétiques exceptionnelles, comme Flex Wheeler, comme Cormier par exemple. Martinez, il avait une gène de ouf aussi. Mais en fait, c'est des gens justement qui étaient au top niveau, qui avaient une génétique presque meilleure Exactement. en Ouais, fait. je pense. Ils Meilleur avaient une que Cutler, génétique à mon presque avis, ouais. meilleure que Cutler. Cutler qui était parti pour être un frigo en Ouais, fait, qui ouais. avait rien d'avantageux. Mais en fait, ces gens-là n'étaient pas Ils étaient sérieux. pas aussi En sérieux fait, le qu'eux, en fait. problème, Ça c'est que pouvait pas marcher. leur génétique était tellement bonne Ouais, qu'ils ont fini par se reposer sur cette génétique tout à fait. et ne pas arriver en fait à avoir de la discipline. C'était des gens qui étaient dissipés et qui sortaient tous les soirs ou qui respectaient pas de diète ou qui zappaient un entraînement par-ci Tout à par-là. fait. Et même si en fait au final ils se défonçaient à l'entraînement quelques fois, mais ça suffit pas en fait. Je suis d'accord, ouais. Ça suffit pas de démarquer quand tu as deux machines qui exploitent leur génétique Ouais. à 100%. Même si cette génétique n'est pas forcément meilleure en fait. Et c'est ça où tu vois, comme tu disais, Ronnie Coleman il s'entraînait quoi qu'il arrive. Jay Cutler, il a toujours dit, ça l'a impressionné, même lui qui était une machine. Le mec, il sortait de l'avion, malgré le décalage horaire de 6 heures, il allait directement à la salle et il foutait 200 kilos au squat, quoi qu'il arrive, tu Ouais. vois. Même si au final il est bousillé maintenant, le mec a une discipline de malade Ouais. pour sortir de l'avion en étant du coup défoncé, en ayant un décalage horaire. Le mec va quand même faire sa séance, c'est le seul truc qui l'importe en fait. Donc, comme tu le disais, même à top niveau, tu vois qu'il y a un gap entre Entre ceux génétique. qui charbonnent et les autres, quoi, tu vois. Voilà, le plus important, ça va être ta charge de travail, tout simplement. Exactement. Et ton investissement, en fait, tout Ton simplement ton investissement. sérieux, sans nécessairement avoir, sans nécessairement dire, tu vois, qu'il faut que toute ta vie tourne autour de ça. Mais en fait, tu peux très bien t'organiser. On disait, ouais, par exemple, un minimum de 2 3 séances par semaine, respecter sa diète, c'est pas le bout du monde, tu vois. T'es pas obligé C'est de faire ça. de la merde sans cesse, etc. En fait, le ticket d'entrée, il est pas super compliqué à avoir. Faut juste faire preuve d'un minimum de rigueur et sur une période de temps, en fait, et pas baisser les Voilà. bras. Et, euh, et donc, ouais, cette excuse de la génétique, comme tu le disais très justement, c'est que, bah, en fait, il y a personne qui est totalement nul génétiquement. Et en fait, tout le monde a des points forts, entre guillemets, génétiques et des points faibles. Je ne parle pas nécessairement de muscles ou d'insertion musculaire, mais on va dire dans toute la globalité de ce qui va faire que tu peux devenir musclé ou non. euh,
Pour moi, en fait, la plupart du temps, l'excuse de la génétique, c'est une excuse derrière laquelle les gens vont se cacher à cause d'erreurs de jugement de leur part, tu vois, et de manque de remise en question. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont entraînés comme des mollassons pendant des années, en faisant à moitié de la merde, en étant dilettantes, en refusant systématiquement de se remettre en question parce que pour eux, c'était comme ça et pas autrement. Et en fait, ils vont se cacher derrière la génétique. Et ils vont dire oui, mais non, mais moi, c'est parce que j'ai pas la génétique, tu vois. C'est beaucoup plus facile de dire ça que de se dire j'ai fait de la merde pendant des années en Tout fait. à Ça fait fait. Et beaucoup. je pense qu'en fait, plus t'as fait de la, plus malheureusement ton temps à faire de la merde a été long et plus la remise en question est compliquée. Exactement. Plus tu t'es ancré en fait, tu patauges Ouais, dans cette merde et tu veux même pas t'en sortir en c'est fait. exactement ça. Et donc pour moi, ouais, c'est vraiment des très mauvaises excuses derrière lesquelles se cacher l'excuse de la génétique. Franchement, je pense que si tu m'avais vu avant de commencer la muscu, tu te serais pas dit, c'est pas sur moi que tu aurais misé, tu vois. Ouais, J'étais quand même relativement sec, tu voyais que j'avais un physique athlétique, les muscles assez ronds, etc. Mais j'étais comme ça, mon gars. Genre, jamais de la vie, quelqu'un aurait pu se dire, ouais, les gens que je connaissais de mon époque où j'étais mince et que j'ai pu revoir, même au bout de 1 ou 2 ans de muscu, hein, ils étaient choqués. Genre, ils étaient vraiment choqués, tu vois. Donc, j'ai pas la pire génétique du monde, loin de là. Mais en fait, j'ai presque envie de te dire. Alors, bon, si j'avais une génétique exceptionnelle, je pense que je le saurais. Mais en fait, est-ce que j'ai une bonne génétique ou une très bonne génétique? Je pense qu'on peut même pas le savoir. Parce que compte tenu de l'investissement dont j'ai fait preuve, en fait, j'ai pas tellement laissé de place au au hasard. hasard, tu Ouais. vois, pour savoir est-ce que oui ou non j'avais une bonne génétique, tu vois. Et quand j'allais à la salle, tu vois, bah, mes premières fois où j'allais à la salle et où je voyais des mecs hyper balèzes et tout, que je leur demandais des trucs et que je voyais ce qu'ils me répondaient, là, tu vois, je me disais, ouais, ok, soit il est. Enfin, à l'époque, j'avais pas conscience que le dopage c'était aussi démocratisé que ça l'est. Mais si j'avais eu cette conscience-là, je me suis dit, ok, je me serais dit, ok, soit il a une génétique de ouf, soit il est chargé, tu vois. Ok. Mais en fait, tu vois qu'il y a des mecs, ouais, vraiment, qui sont doués exceptionnellement, tu vois, et qui font absolument tout extrêmement au hasard. Et en fait, bah, qu'eux, ils deviennent balèzes. Et que moi, il y a des gens, des gens, hein, ces gens-là, des gens qui étaient dans ma salle quand j'ai commencé. Je pense que je suis devenu presque aussi balèze qu'eux, voire peut-être même plus balèze que certains, tu vois. Et je me serais jamais imaginé que c'était possible, tu vois. Mais en fait, c'est simplement que j'ai fait preuve de consistance au fur et à mesure du temps et ça a permis. En fait, je me suis jamais posé la question, tu vois, de est-ce que j'avais la génétique ou pas. Pour moi, le fait de, comment dire, d'avoir des choses, je veux pas te dire d'être faible génétiquement, mais d'avoir des points faibles, appelle ça comme tu veux. En fait, pour moi, je vois plus ça comme un truc intéressant dans le sens où tu vas te dire, au moins ça oblige, tu vois, à réfléchir un peu, à se dire, ah, putain, comment je vais contrecarrer ça, tu vois. En Ouais. fait, je trouve ça plus intéressant comme approche. Tu vois, si presque t'as pas à réfléchir et que tu peux faire n'importe quoi, en fait, j'avoue, c'est même pas drôle, quoi. Mais tu Ouais. vois, le fait de se dire, vas-y, bon, ok, comment je peux contrecarrer ça? Est-ce qu'il y a moyen, tu vois, de. Et ben en fait, ça t'incite aussi, tu vois, à te creuser un peu la tête et tu vois, à résoudre des problèmes, on va dire, dans une certaine mesure, quoi. C'est ça. Et donc, comme tu le disais, en fait, on n'aurait pas misé une pièce sur toi qu'on t'aurait vu au début, comme plein de points, en fait, comme on disait au début, Evan Santopani, tu le vois, c'est un Exactement, ouais. petit gros, en fait. Ouais. Quand tu vois Tu des vois un photos de lui petit gamin, gros, franchement, jamais de la tu te vie, dis, ouais, ce mec-là, en fait, il va juste devenir obèse et Quand tu vas-y, vois une photo de lui, je pense au même âge que Lee Priest, par exemple, c'est ça. tu te dis pas, vas-y, il y en a un, il n'y a pas photo, quoi. Tu sais que ça va devenir un monstre. L'autre, franchement, tu te dis, bon, Sauf qu'en fait, Evan Santopani, il défonce Liprist, en fait, je je pense pense. qu'il défonce. Il y a quand même un bon 20 kilos Ouais, d'écart ouais, minimum, tu ouais, vois. ouais. Et donc, tout comme moi, quand j'ai commencé, pour moi, c'était quelque chose d'inatteignable, 140 au coucher. Ouais, Et ça m'a pris 10 ans, en fait. Mais qui a envie vraiment de se buter 10 ans pour avoir... j'aurais pu les avoir avant, je pense. sûrement. Mais qui a envie de fournir des efforts discontinus pendant 10 ans pour avoir 140 au coucher? Je pense que ça peut en décourager plein, tu Ouais, ouais, vois. je pense, Et ouais. t'as plein de personnes qui pourraient se dire, ouais, j'ai une génétique de merde, donc je vais pas l'exploiter, tu vois. Et combien de personnes j'ai vu qui sont pas investies
et qui vont en dilettante, je me rappelle dans ma première C'est ça salle, le truc. Hein. et qui envoie 180 au coucher, tu vois. Quand tu vois un mec qui envoie 180 au coucher, est-ce que ça va te servir à quelque chose de te comparer à ça Ça n'a aucun et intérêt. de te dire en fait, ouais, bah non, bah ok, bah c'est bon, je vais arrêter le coucher. Bah en fait, tu vois, faut que ça te serve de fuel en quelque sorte et que tu puisses te En dire fait, putain, vas-y, moi aussi j'ai envie de faire ça, tu c'est vois. ça en fait, faut que tu Et rages te et dire faut que tu te vas-y, dises, vas-y, en vrai, je peux le faire aussi, voilà, tu tu vois. vois. En fait, faut plus que ça te serve de fuel et que tu te dises putain, c'est bien, tu vois, il faut moi aussi que j'aille. En fait, faut voir, faut essayer, tu vois, de voir les choses positivement et de se dire bon, ok, s'il le fait, c'est que c'est possible à faire, tu vois. Ouais, Donc si c'est c'est ça. possible, il y a forcément un moyen d'une façon ou d'une autre pour moi de le faire, ou en tout cas au moins de Exactement. m'en approcher, quoi. Donc on parle pas hors dopage, etc. Parce que Ouais, bien sûr, on bien sait très sûr. bien qu'on sera jamais au niveau Olympia, mais donc voilà. Donc l'excuse de la génétique, j'ai une excuse plutôt à mettre aux chiottes qu'autre chose, quoi. Exactement, et tu peux tirer la chasse d'eau et tu peux te lever de ton canapé et exploiter au maximum ton potentiel. De toute façon, je pense que très peu de personnes fourniront les efforts, je dirais, considérables pour dire j'ai tiré 100% de Ouais. mon potentiel. Même moi, objectivement, je sais très bien que je fournis pas 100% des efforts possibles. Si t'es objectif, tu le sais, mais par contre, tu essayes de t'en rapprocher au maximum. Et puis aussi comment dire, la remise en question qui va avec sans que ça soit dans l'excès, en mode où vas-y, t'es sans arrêt en train de remettre absolument tout en question et du coup t'arrives pas à avancer, mais une remise en question qui te permet de faire un bilan et de te dire bon, est-ce que j'estime que j'ai progressé comme il faut est-ce que j'estime que ma progression elle est raisonnable et je pense que quand d'une année à l'autre tu vois zéro changement, c'est quand même légitime de se poser un minimum de questions Ouais, et en fait d'essayer de revoir sa façon de penser tout simplement quoi. clairement. Plutôt que de vouloir rester dans non c'est comme ça et c'est pas autrement. Surtout si tu progresses pas. Et après d'aller casser les couilles aux autres en disant non mais de toute façon c'est comme ça mais moi c'est parce que j'ai pas la génétique. Voilà, Bah c'est en ça. fait pour moi tu vois si t'as pas la génétique et que t'as pas réfléchi aux moyens de comment contourner ça, c'est que t'es con en fait tu vois. Genre il y a un mec, je sais plus, je parlais avec quelqu'un là, il y a un mec tu sais qui avait traversé la Manche, je crois qu'il avait pas de bras ni de jambes le mec tu vois. Donc franchement, moi je peux pas traverser la Manche, tu vois. Déjà faire 500 mètres, je pense que je meurs, tu vois. C'est ça, ouais, Et exactement. j'ai des bras et des jambes, tu vois ce que je veux Mm. dire. Donc il y a quand même, tu vois, avant d'être confronté au réel problème de ta génétique, il y a moyen de se creuser la tête. Ouais, Tu quand vois, il y a même, des ouais. gens qui font des choses et qui en ont Mm. sûrement bien moins que toi, quoi. Ouais, clairement, là, quand tu vois ça, tu sais que t'as quand même pas mal d'efforts à fournir avant Voilà. de te Avant d'avoir proposer. une bonne excuse pour dire non, j'ai pas la génétique. Ouais, là, non, là, clairement, je pense Et donc, on voit des gens avec des 10 ans de muscu, des 15 ans de muscu qui ressemblent à rien, ou qui ressemblent à des gens qui ont 1 ou 2 ans de muscu et qui se cachent derrière la génétique. Mais en fait, quand tu creuses un petit peu, c'est vrai que c'est très difficile en fait de dire si c'est vrai ou pas. Mais en général, il y a juste à creuser un poil et déjà que tu vois, il y a un truc qui va pas. Genre récemment, là, tu m'as envoyé une vidéo, ou on s'est envoyé une vidéo de quelqu'un qui disait ouais, j'ai fait l'erreur pendant longtemps de vouloir rester sec, tu vois. Bah vas-y, le mec, il a un physique, franchement, on dirait pas qu'il fait de la muscu, tu vois. Et pourtant, Dieu sait qu'il étale des connaissances incroyables. Donc, étonnant qu'avec ses connaissances, il n'ait pas compris plus tôt que c'est parce qu'il essayait de rester sec qu'il avait jamais eu un c'est physique ça, ouais. digne de ce nom, tu vois. Si t'as autant de connaissances, faut quand même que t'aies un physique qui reflète le fait que tu Voilà. puisses les exploiter. Et donc, a priori, prendre du poids pour prendre du muscle, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Donc si jusqu'à Ouais, maintenant, depuis 10 piges de muscu, t'as pas eu la jugeote d'esprit de te dire tiens si je stagne, ne serait-ce pas parce que mon poids ne bouge pas et que j'essaye de rester sec. exactement. Voilà. Donc aux chiottes les excuses, j'ai pas la génétique. Je pense que en tout cas chez la majorité, 90% des gens, peut-être même 99% des gens qui disent ça, euh, tu grattes un tout petit peu et tu te rends compte qu'il y a surtout une vision d'esprit assez obtuse qui les incite à faire systématiquement la même chose, à jamais rien changer, mais si tu fais la même chose et qu'il n'y a rien qui change, c'est que tu fais pas les choses comme il faut. Voilà, exactement. Donc quand tu restes bloqué sur le volume d'entraînement, tel split c'est le meilleur, non mais la diète c'est comme ça et pas autrement,
et qu'il n'y a rien qui change, bah voilà, Voilà. tu fais de la merde. Il y a beaucoup d'effets de levier sur lesquels Et là, tu pourrais agir. tu restes dans la boucle lifetime intermédiaire, voire Exact. lifetime débutant. Exactement. Donc voilà, la Voilà conclusion, pour, c'est au chiotte la génétique Exactement. et go taffé. Go t'as fait. Voilà, fin de l'épisode 5. Fin de l'épisode 5. Merci, On espère vous retrouver nombreux pour cet épisode et pour l'épisode 6 à venir. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Elles seront traitées en bonne et due forme. Ciao. Bye.